Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes là, toute l'équipe de l'Arène au Grand Complet, conduite par Thierry Camteau, est en poste au studio de Yaoundé. Nous sommes là pour le rendez-vous du hot et du hard de l'interview. Vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité autour d'un sujet, d'un objet, d'un homme, et c'est parfois les trois à la fois. Ce soir, nous invitons Maître Timban Bomo Christian à l'Arène. Il nous indiquera certainement dans un instant l'ordre de son nom, parce que tantôt c'est Maître Bomo Timban, tantôt c'est Maître Timban Bomo. En tout cas, ça fait partie des curiosités autour de ce personnage qui a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2025 et qui a été aux côtés de candidats à la dernière présidentielle, qui les a soutenus de près ou de loin, Cabral Libby et puis Maurice Kamto. Et cette semaine, il est rentré sous les projecteurs avec un recours déposé au Conseil constitutionnel demandant simplement la modification de la loi électorale permettant de donner les coups des franges à Elecam pour la composition des commissions, la constitution et la composition des commissions mixtes électorales chargées de la supervision, de l'organisation, de la supervision, de la confection des listes électorales. Il nous en parlera en long et en large au cours de 2 heures chrono pour cette arène. J'accueille notre invité de ce soir, Maître. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous les Camerounais, à tous vos téléspectateurs et bonsoir à tous mes amis. Et je voudrais déjà commencer à faire une précision relativement à mon nom. Je suis Timban Bomo Benoît Christian. Alors, sur Facebook, j'ai 2 comptes. Il y a un compte Timban Bomo Christian. Et sur ce compte-là, si vous avez l'habitude, je prêche le message. Donc là, je suis prédicateur. Et il y a un autre compte pour les affaires de société. Et là, pour ne pas avoir homonymie et blocage de Facebook, là-bas, c'est donc Christian Bomo Timban. Donc c'est la même personne. Ça nous permet d'indiquer donc que vous êtes à la fois prédicateur et avocat. Avocat au barreau du Cameroun et au barreau de Paris. Au barreau de Paris. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est la première fois que nous vous accueillons sur ce plateau et peut-être même sur un plateau de Canal 2, peut-être. Oui, c'est la première fois. Merci de nous avoir accordé cette exclusivité. Avec moi, 2 journalistes puisés dans le cru, comme tous les dimanches pour lesquels l'Arène est programmée, c'est-à-dire 2 dimanches par mois. Bonsoir, Service politique du quotidien Le Messager, bienvenue une nouvelle fois à l'Arène. Merci Rodrigue. Vous êtes certainement remis des retours... Avec le professeur. Ah ouais, Jean Baïbec, oui. Non, ça va, on connaît le personnage, donc ça ne nous dérange plus. Bonsoir à l'invité, monsieur Timban Bomo Christian. Bonsoir à mon co-intervieweur, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2. Merci, Rodrigue, pour cette nouvelle invitation. Et votre co-intervieweur, c'est Kevin Fotso. J'ai envie du freelance. Est-ce que vous convenez avec moi? Ouais, pourquoi pas. Je vois, en ce moment, je travaille beaucoup plus dans ce sens, et notamment dans le cadre de la production de contenu audiovisuel. Il y a 1 an, par ailleurs, on a travaillé avec Canal 2 International pour la production d'un contenu consacré à l'habitat, qui est baptisé Course Auto Zéro, en partenariat, du moins en coproduction avec le patriarche Jean-Vincent Tinéum. Donc beaucoup plus freelance et dans le cadre de la production de contenu audiovisuel en ce moment. Jean-Vincent Tinéum, à qui nous faisons un coucou. Je voudrais quand même indiquer que vous êtes connu sur la toile tout au moins autant que l'invité central aujourd'hui, habitué des interviews compliquées. On nous annonce celle-ci comme étant très compliquée. Donc on aura besoin de votre ressource ce soir. Oui, c'est ce que ça commence à bien faire. Je crois que pour les journalistes de ma génération, je suis peut-être l'un des rares qui, à ce moment précis,
avoir cumulé autant de passages dans l'arène, c'est un plaisir. Et surtout d'être en face de Maître Christian Timbane Bomo. Il y a pas mal de paramètres qu'on va aborder. Il y a notamment le personnage, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le pasteur, l'homme politique, l'acteur de la société civile. C'est avec un plaisir qu'on va revenir sur ces différentes casquettes. Merci Kevin. L'arène, ce sont ses autres chroniques. Mes préférences avec Karen Mezatia Choya dans une vingtaine de minutes. Et vers la fin, c'est Daniel Nseboudier qui va nous livrer la synthèse. Avec lui, on pourra savoir ce qu'on retient de cette émission. Mais puisque le décor est campé, je signale, j'allais oublier cette chronique et c'est le cœur de l'arène. C'est le duel ce soir avec Joseph-Marie Elundou, essayiste, qui a mis sur le marché du livre Paul Biya, le disque dur. Joseph-Marie Elundou a bourlingué dans la société civile comme acteur de développement, éditeur du journal Le Développement. Je dois avouer qu'à militer pour le MRC. On signale d'ailleurs qu'il a été membre du directoire. Il confirmera peut-être tout à l'heure, dans 45 minutes à peu près, avec notre invité central ce soir. Il va croiser le verbe sur l'opportunité des candidatures et sur la refonte ou pas du système électoral chez nous. Voilà donc le décor campé cette fois-ci, c'est de vrai. Je vous propose de traverser la première borne. Et la première borne, Christian Timbane Bomo, c'est cette requête à la Cour suprême. Vous nous avez fait sursauter tous, en tout cas nous qui observons de près la marche de nos institutions. Vous nous avez fait remarquer que la composition des commissions mixtes électorales, qui sont en fait le début du processus électoral, tel que consigné dans le code électoral, était illégal. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais c'était illégal. C'est tout simplement, oui, on peut dire illégal par rapport à la Constitution, au traité que le Cameroun a signé. On peut parler d'illégalité au sens générique du mot, mais c'est peut-être encore mieux de dire irrégulier, parce que les traités internationaux, c'est la règle, la Constitution, c'est la règle. Donc, quand c'est pas conforme au traité, c'est pas conforme aux lois, c'est pas conforme à un décret, c'est pas conforme à un texte, on peut parler d'irrégularité. Irrégularité, il me semble, c'est pour les règlements, décrets, arrêtés. Non, la règle, on peut penser que la loi est une règle, on peut penser que la Constitution est une règle, celui qui ne respecte pas la règle établie. Donc, pour être plus précis. Voilà. Bon, anormal. Voilà. Anormal, irrégulier, bon, ça renvoie évidemment à ce qui est réglementaire. Voilà. Donc, mais de manière générique, de manière globale, on parle d'irrégulier. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Et quel est le problème technique que ça pose dans le cas? Alors, je voudrais... Parce qu'il faut bien qu'on mette les téléspectateurs dans le bain. Ils n'ont pas suivi cette actualité autant que nous. Voilà. Vous allez m'excuser, c'est peut-être dans mes habitudes. Vous avez rappelé que j'étais pasteur. Bon, pas que je vous ai rappelé que j'étais pasteur et vous l'avez constaté vous-même. Alors, quand je suis parti de Paris, et j'ai pris un vol pour Douala. C'était un vol Air France. Et quand nous sommes arrivés au-dessus de Bamenda, j'ai pensé à ce qui se passe là-bas. Et j'ai élevé une prière. J'ai élevé une prière pour la paix, pour la réconciliation au Cameroun. Parce que ce que nous vivons dans ce pays, avec cette guerre, ça nous fait très mal, surtout quand nous sommes de l'extérieur. Peut-être que je ne dis pas que c'est tout à fait normal, mais j'ai comme l'impression que quand on vit sur le territoire, on s'habitue un peu à ce qui arrive. Mais nous, de l'extérieur, quand nous voyons ce qui se passe à Bamenda, on ne peut pas être en paix. Alors quand je suis arrivé sur le ciel, vous voyez sur l'écran de radar, sur l'écran, on a mentionné là Bamenda. Et pendant 10 minutes qu'on a traversé cette région, j'étais en prière. Et ma jeune voisine, elle m'a regardé, elle ne comprenait pas pourquoi. Et j'étais en train de prier pour la réconciliation et la paix dans cette région. Et je voudrais profiter donc de cette arène et de cette émission qui est suivie par des millions de Camerounais, d'adresser encore cette prière en disant tout simplement qu'il y ait la paix dans cette région. Et c'est la même paix que je veux aussi pour Boko Haram, pour l'extrême nord. Il y a les Camerounais, les compatriotes continuent à mourir là-bas. Et en dehors de ces zones de conflit, il y a aussi ces multiples accidents sur les axes routiers du Cameroun. Il y a quelque temps, c'était une famille de 16 membres qui sont décédés. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à constater que c'était normal au Cameroun.
16 membres d'une famille qui décèdent sur un accident de circulation, il n'y a pas un deuil national. Moi, quand je serai président de la République, je n'hésiterai pas. Peut-être que vous ferez vous décréterez les deuils nationaux tous les... Non, peut-être celui-là. Tous les 60 jours. Et quelques temps après, c'était à Garoua, au niveau de Pitois, 15 membres aussi d'une famille qui allaient à une cérémonie. Et c'est comme ça tout le temps. Il y a des hécatombes, il y a des années où il y a 25 morts, 40 morts, et c'est comme si de rien n'était. Rien ne s'était passé au Cameroun. Ça, j'ai beaucoup de mal, et vraiment, je prie le Seigneur qui donne la paix, et que ce cycle de mort cesse dans notre pays. Parce que nous voulons un pays réconcilié, nous voulons un pays où on vit dans la joie. Voilà. Donc, peut-être avant de revenir aux différents recours qui ont été introduits effectivement par Maître Christian Timbane Bomo auprès du Conseil constitutionnel, je parlais un peu de cette évocation de Dieu, parce que vous voulez remplacer quelqu'un qui a fait 41 ans au pouvoir et qui est fils de catéchiste. Donc, si après ces 41 ans, on a le bilan que vous-même vous présentez, est-ce que le fait de parler de Dieu à chaque fois, pour vous, c'est un gage, c'est une garantie de ce que dès 2025, vous allez changer les choses? Non, vous n'allez pas me dire que le président de la République, parce que son père est catéchiste, que lui aussi il était pasteur. Il a fait le séminaire en plus. Non, mais il ne l'est pas. Je ne dis pas. Bon, alors je ne vais pas le juger, je ne connais pas sa foi. Je ne connais pas sa foi, mais je constate tout simplement que le Cameroun a un problème. Le problème du Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Et moi, je pense qu'il faut des valeurs dans ces pays. Il y a des compétences, il y a des Camerounais engagés qui aiment leur pays, qui sont patriotes, mais il manque quelque chose à ces pays, des valeurs. Et ces valeurs-là, moi, je les trouve dans ma foi. C'est pour ça que je pense, et je l'ai dit lorsque j'ai annoncé ma candidature, qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme compétences, diplôme et tout, expérience professionnelle, avoir écrit des livres, avoir exercé des hautes fonctions dans l'administration ou dans le privé, il faut avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, on la retrouve dans toutes les religions. On peut la retrouver chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez tout le monde. Et la crainte de Dieu, et c'est ce que j'entends par crainte de Dieu, ce sont des valeurs. Donc ces valeurs-là, on les retrouve dans toutes les religions. Et moi, dans ma religion, principalement, ces valeurs-là sont cardinales. Tout à fait. Comme je le disais, Maître, c'est juste une parenthèse. Parce que pour revenir maintenant à ces différents recours introduits, il y a le premier portant annulation du fichier électoral en raison de ce que vous considérez comme la non-indépendance de l'ECAM, qui est l'organe en charge de l'organisation de l'élection, que vous pensez en fait être un gestionnaire de logistique, mais pas plus que ça. Et puis il y a surtout le deuxième qui a attiré mon attention, c'est la disposition qui est relative au nombre de mois qu'un candidat doit faire au préalable. Pourquoi est-ce que vous tenez à changer cette disposition dans un contexte où au Cameroun, on considère que l'un des problèmes du pays, c'est le fait que les dirigeants soient régulièrement beaucoup plus à l'extérieur pour les courts séjours privés et surtout que vous, on sait que vous ne vivez pas ici au pays. Pourquoi est-ce que vous accentuez sur cette disposition en particulier? Oui, dans sa suite, vous allez répondre une fois dans sa suite. Vous avez été débouté auprès du Conseil constitutionnel. On a jugé vos recours irrecevables. Quelle est l'étape que vous comptez maintenant entreprendre pour faire valoir vos arguments? Donc je vais commencer peut-être par... alors, je propose qu'on parle d'abord des textes autour de l'ECAM, de l'organisation des élections, et puis on parlera des textes sur les candidatures à la présidentielle dans la deuxième dorsale. Ok. Ouais. Alors, donc, la question... Donc, la question sur la composition des commissions mixtes. Voilà, donc, voilà, ce qui se passe, c'est quoi? Alors, je suis obligé de parler de ce recours. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai constaté, et beaucoup, je vais dire des opposants politiques, hein, je ne suis pas le premier, et même de la société civile ont toujours décrié le code électoral. Ils ont toujours décrié le code électoral, mais j'ai eu comme l'impression qu'ils ont toujours regardé du côté des personnes qui composent l'ECAM. C'est-à-dire, ce sont des anciens militants du RDPC, parti au pouvoir, qui composent l'ECAM. Mais en réalité, il faut aller plus loin. Et en allant plus loin, on se rend compte qu'on a dupé les Camerounais en faisant croire qu'on a un organe électoral indépendant. Et l'ECAM n'organise pas, je le dis en toute responsabilité, et l'ECAM n'organise pas les élections au Cameroun. Et l'ECAM fournit la logistique. Qu'est-ce que l'ECAM fait? Vous voulez vous inscrire sur une liste électorale, il vous donne de l'encre, vous apposez vos doigts, il vous délivre des cartes électorales. Encore que, il y a une commission qui est chargée de délivrer ces cartes.
En fait, il vous délivre Un récépissé. oui, l'acte matériel, le document matériel, quoi. Il vous délivre un document qui est carte électeur. Mais ce document-là ne vous garantit pas votre inscription sur la liste électorale. Et ça, il faut que les Camerounais le comprennent. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte d'électeur qui garantit que votre nom sera sur la liste électorale. Il y a toute une autre structure qui est chargée d'inscrire votre nom sur la liste électorale. Donc, C'est laquelle? alors, c'est des commissions de révision des listes électorales. C'est la commission qui se trouve dans les communes. Mais plus grave, ce n'est pas ces commissions communales de révision des listes électorales qui vont inscrire votre nom. Elles établissent au niveau de la commune une liste. Au moment où vous vous inscrivez, ce qu'on appelle inscription sur les listes électorales. En réalité, moi, je pourrais appeler ce moment-là au moment où on vous produit votre carte électorale. Parce que l'inscription... En tout cas, elle est comme on l'appelle techniquement l'enrôlement. Oui, on peut appeler c'est ce qu'on appelle l'enrôlement. L'enrôlement. Oui, non, l'enrôlement participe. L'enrôlement, c'est quoi? C'est qu'on vous enrôle, on inscrit votre nom sur la liste électorale. Donc, il y a un rôle, parce que la liste électorale, c'est ce qu'on appelle le rôle. Une liste, parce Voilà, que la liste électorale est publiée plus tard. Voilà. Or, elle est quand vous fournit la carte électorale, c'est-à-dire le document, avec votre photo, avec vos empreintes. Voilà ce qu'elle est quand vous produit. Mais la liste électorale, celle qui vous permet d'aller voter, c'est plus tard. C'est Il y a plus une tard. publication plus tard. Non, la publication, ce n'est pas la publication qui confectionne cette liste. Il y a une structure, une commission de révision, qui est chargée maintenant de vous d'établir les listes qui vont permettre aux citoyens d'aller voter. Oui, c'est ça que j'ai dit, c'est plus tard. On parle, à ce moment-là, on parle dans le fichier électoral. Oui. Le fichier électoral. C'est cette liste-là qui vous permet d'entrer dans un bureau de vote. Pourquoi il y a cette problématique? Vous savez, lors de la dernière présidentielle, j'avais soutenu le candidat Cabral Libi. J'étais très proche de lui. Nous avons travaillé ensemble pour cette élection. Et nous avions constaté le jour du vote que de nombreux jeunes qui s'étaient inscrits, ce qu'on appelle inscrits, c'est-à-dire qu'ils avaient obtenu une carte, ils avaient apposé, ils avaient leur carte, n'avaient pas leur nom sur les listes électorales, sur les fichiers électoraux. Et c'était des coups de fil qu'on a reçus toute la journée. On ne retrouve pas. Non, vous voyez bien sur votre carte, on vous mentionne le bureau de vote, mais quand vous allez devant votre bureau de vote, vous regardez la liste, il n'y a pas votre nom. Il n'y a pas votre nom. Et des cas comme ça, il y en avait des tonnes. Et moi, j'ai été donc curieux de regarder, de comprendre ce qui était en train de se passer. Alors, je me suis rendu compte que on avait certains Camerounais qui avaient des cartes avec le numéro, je peux dire 8 millions, 7 millions 900, 7 millions 800. C'est-à-dire le rang qu'ils avaient dans les inscriptions sur les listes électorales. Donc, chaque fois que vous vous inscrivez, on vous donne un numéro. Donc, si vous êtes la première personne, on vous donne le 0001, deuxième 003. Et alors, on avait des personnes qui avaient des cartes à 7 900 000. C'est-à-dire ce qui suppose qu'il y a 7 900 000 personnes qui se sont fait enrôler ou alors inscrites avec, qui ont obtenu les cartes électorales. Mais, quand on va voir le nombre d'inscrits sur le fichier électoral qui a été publié, on s'est retrouvé, je vais donner les chiffres exacts, avec 6 667 757. Et ça n'a pas commencé là. Si nous prenons depuis 2012, il y avait un fichier consolidé, publié par l'ILECAM. Il y avait 7 704 électeurs qui étaient inscrits. Le 12 juin 2013, juste après l'adoption du code électoral, il y a eu une refonte. Oui. Voilà. Il y a eu, selon l'ILECAM, 2 811 000 inscrits, 2 811 000 nouveaux inscrits, donc nouvelles inscriptions. De nouveaux inscrits, 2 millions. Alors, curieusement, en 2017, ELEC a fait une publication, il y a 6 500 000 électeurs. Vous voyez? Donc, on a été à 7 millions en 2012, le fichier consolidé. Et le 12 juin 2013, il y a 2 811 000 nouveaux électeurs, personnes inscrites. Et là, en principe, on devrait avoir à peu près 9 800 000, donc à peu près 10 millions de Camerounais. Sans le toilettage. Non, je dis bien en 2012. Oui, oui. Je parle bien du fichier consolidé en 2012. Après la refonte. Voilà, ils ont un chiffre de 7, ça c'est des chiffres de l'ECAM, ils sont vérifiables.
On a 9 millions d'inscrits, mais je dis... Sur ces différentes questions, maître, pourquoi décider de faire cavalier seul? Parce que, en réalité... Je propose qu'on finisse avec l'aspect technique. Et puis on va parce que c'est important aborder la question politique après. Il faut que les Camerounais comprennent très bien ce qui se passe. Voilà. Moi, j'ai ce souci de la règle, de la vérité. Voilà. Alors, le 12 juin 2013, on nous annonce qu'il y a 2 811 000 nouvelles inscriptions. En 2017, le fichier électoral publié par Elecam reçoit 6 500 000 électeurs. En octobre 2018, c'est-à-dire à la veille, le fichier électoral de la campagne de la présidentielle, et là, nous avions 6 667 257 personnes. Alors, soit 167 564 nouvelles inscriptions. En octobre 2020, nous avons 233 174 nouvelles inscriptions. En janvier 2021, 182 913 nouveaux inscrits. En septembre 2022, 338 376 nouveaux inscrits. Ça fait qu'en 2022, total fait, on a 7,3 millions de personnes inscrites sur le fichier électoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2012 à 2022, il y a à peu près 300 000 personnes qui sont inscrites. Oui, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et quand on sait qu'il y a eu des campagnes, les Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales, et vous-même vous le constatez, si vous allez devant les stands où Elecam enregistre les Camerounais, vous verrez, il y a des rangs. Les week-ends, parfois je crois les samedis, il y a même parfois des dimanches, je vois souvent des Camerounais. Mais les équipes mobiles d'Elecam. Mais ce que je dis, c'est qu'en procédant au toilettage, oui, on enlève les personnes décédées, on enlève les personnes déchues de leur nationalité, on enlève les personnes qui ont perdu le droit de vote. Mais vous parlez de quel... Les personnes enrôlées ne sont pas forcément... Mais vous parlez de quel toilettage? Vous dites que il a eu vous avez compté uniquement les personnes enrôlées. Je dis peut-être que le nombre de personnes enrôlées va au-delà des 300 000 parce que c'est contenu dans le fichier, sur les anciens fichiers où on aurait extrait ceux qui ont perdu le droit de vote entre-temps. Bon, en fait, j'ai comme impression que vous n'avez pas bien suivi. On vous a bien suivi. Alors, vous voyez, le 12 juin 2013, oui. Il y a 2 811 000 nouvelles inscriptions. Oui, ça on l'a compris. Alors, et chaque année, il y a des nouvelles inscriptions. Et vous allez me faire croire que de 7 millions en 2012, et que nous sommes à 7 millions 3, toutes ces personnes-là, c'était des doublons. Toutes ces personnes-là sont mortes. Une analyse rigoureuse voudrait bien que vous nous indiquiez que vous allez quand même vérifier je vous donne des chiffres. Oui. Alors, quand vous parlez des doublons, on vous parle de nouvelles inscriptions. On vous dit qu'en 2012, il y a un fichier consolidé. C'est-à-dire qu'on a toiletté, on a consolidé, on a fait ce qu'il fallait faire. Et de 2012, c'est-à-dire 10 ans plus tard, on n'a que 300 nouvelles inscriptions. Ça veut dire que... 300 000. 300 000 nouvelles inscriptions. Ça veut dire qu'entre-temps, c'est ce que je veux dire, mais... C'est 3 millions, 2 811, c'est pratiquement 3 millions. Ces personnes, 167 000, c'est 233 000, c'est 182, c'est 303, plus les 2 millions, toutes ces personnes, pratiquement... C'est à vous de nous livrer l'information. Notamment pour un acteur de la société civile, ça reste des estimations. Sur le plan factuel, quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour penser que Elecam ne joue pas franc jeu là-dessus? Non, Elecam n'a rien à voir. C'est pas Elecam qui fait ce travail. Je suis en train de vous le dire. C'est bien Elecam qui a chargé de l'enrôlement, mais... Non, Elecam n'est pas chargé. C'est ça que bon, alors, je vais vous lire les textes, parce que c'est mieux d'aller avec les textes. Vous voyez, on a mis dans la tête des Camerounais qu'Elecam enrôle les Camerounais. C'est pas Elecam qui enrôle les Camerounais. Elecam enrôle, mais ne constitue pas les listes. Elecam vous ne confectionne pas les listes. Je suis en train de dire ceci. Qu'est-ce qu'Elecam fait? Le rôle, c'est quoi? Le rôle, quand on dit l'enrôlement, c'est mettre sur un rôle, sur une liste. Ça veut dire qu'on vous inscrit sur une liste. C'est ce qu'on appelle le fichier électoral. Et Elecam vous donne quoi? Elecam vous donne la carte d'électeur. C'est-à-dire que c'est comme si, je vais prendre quel exemple? Vous alliez chez ceux qui font des cartes là, qui font souvent des demi-photos? Non, ceux qui font dans les petits kiosques là, qui font des cartes là.
Tu vois, des imprimeurs, je vois des imprimeurs ou bien des, je sais pas comment on les appelle. Qui fabriquent des cartes de visite. Oui, qui fabriquent des cartes de visite. Vous allez fabriquer une carte de visite, il vous donne la carte, mais en réalité, tout ce qui est écrit là-dessus, c'est pas lui. Ou alors, si cette carte-là va permettre à l'entreprise, je sais pas, d'avoir la liste de ses employés, c'est pas lui qui va l'adresser. Lui, il est quand même chargé de la matérialité, c'est quel de la service? technicité. Elecam fait de la logistique. Et Alors là, je vais évoluer parce que j'étais en train de vous montrer un peu, parce qu'il a posé une question et là, ça me permet d'évoluer pour bien vous expliquer. Vous savez, si on n'est pas vigilant, on ne va pas comprendre. Moi, je vais le dire, c'est une entourloupe et ça fait très mal, ce qui est en train de se passer. Quand je dis qu'elle est qu'en fait de la logistique, comprenez que je le dis en toute responsabilité, je vais le démontrer. Donc vous voyez, elle est quand vous produisez des cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai une carte, ma carte c'est 7 millions, je l'ai noté d'ailleurs, ma carte c'est 7 millions. Bon, alors, il y a 6 677 757. Alors que j'ai le numéro 7 millions. Attendez, je vous donne ça exactement, le numéro de ma carte, hein, pour que les uns et les autres comprennent. Alors, ma carte, c'est numéro 070 33 461. Ça, c'est ma carte. Donc, c'est le rang que j'occupe. Et en octobre 2018, Elecam produit, ou alors, appelons, pas Elecam publie, un fichier électoral de 6 667 757 inscrits. Voilà ce qu'Elecam publie. Alors que moi, j'ai le numéro, je suis au rang 7 millions. Alors, quand vous voyez ce différentiel, vous allez me dire qu'il y a eu des doublons. Or, moi, je m'étais inscrit, je m'étais inscrit au mois d'août. Je crois, c'était au mois d'août. Donc, du mois d'août au mois d'octobre, il y a eu des doublons, ils ont retoiletté. C'est ce que vous voulez justifier, ça fait combien de millions de personnes? nous comprenons qu'il y a un gros problème. Bon, alors, j'ai dit donc qu'il y a un gros problème. Vous l'avez identifié à quel niveau et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour améliorer? Mais je l'ai identifié au vu des chiffres, au vu des données de l'ECAM. Voilà, quand je les compare, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'inscriptions. Mais ce qui ressort sur les listes, et les camps de temps en temps bien publiés, il y a eu 300 000 nouvelles inscriptions, il y a eu 2 811 nouvelles inscriptions. Qu'est-ce que vous proposez? Nous notons cela, ce sont des chiffres de l'ECAM. Nous notons cela lorsque l'ECAM publie. Chaque fois qu'il vient publier ça, fait que nous on a nos stylos, on note, et après on se rend compte quand il vient nous donner les chiffres au moment de l'élection présidentielle. Après toilettage. Mais alors, je ne comprends pas. Attends, maître. Oui. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il est possible qu'un individu se fasse inscrire 10 fois? Mais qu'il se fasse inscrire 10 fois? Oui, pendant l'enrôlement, il s'inscrit à Etoudi, il s'inscrit à Damas, oui. Il s'inscrit à Mendon, oui. Il s'inscrit à Douala, il s'inscrit à Banganté. Je sais pas. Vous êtes en train de confirmer effectivement. Mais c'est possible techniquement. Alors vous êtes donc en train de confirmer cette défectuosité. Vous êtes en train de confirmer. Voilà, et le rôle de l'ECAM, c'est procéder au toilettage après. Non, c'est pas l'ECAM. Pour reconnaître peut-être. Non, l'ECAM ne fait pas de toilettage. L'ECAM n'a pas ce pouvoir. Oui. L'ECAM n'a pas ce pouvoir. Ce pouvoir, ce sont des commissions. Ce sont des commissions mixtes. Et ce sont ces commissions que j'ai attaquées, pour revenir dans la question, que j'ai attaquées devant le Conseil constitutionnel. Voyez-vous, qu'est-ce qui est dit dans le code électoral camerounais? Je vais vous lire l'article 3. Il est dit: l'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaire sont assurés par Election Cameroun, en abrégé ELECAM. Article 4. Election Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Alors, c'est une indépendance théorique. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? On va vous dire qu'il est créé à l'article 49 du même code. On vous dit qu'il est comme gère tout le processus électoral. Oui. À l'article 49, on vous dit il est créé des commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et du recensement général des votes. Vous vous rendez compte? Et l'ECAM est chargé de tout le processus,
Et vous avez à côté, à l'article 49, dans le même code, des commissions qui sont chargées de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et de recensement général de vote. C'est là où vous avez identifié le point. Alors, voilà donc ce que Est-ce qu'elle j'appelle... ne travaille pas sous le regard de l'élection? Non, mais c'est bien écrit, non? Voilà, ces commissions-là, elles sont composées comment? Alors, vous voyez, il faut peut-être revisiter la composition de la commission. Oui. Représentant de l'ECAM, Voilà. représentant Non, de non, l'administration. il y a une commission. Hein. Oui. Les commissions de C'est qu'elle est révision des mixte. listes. Voilà. Mais ce sont les mêmes commissions qu'on Oui, mais ce n'est transforme. plus l'ECAM. Alors Oui, ça, c'est... c'est pour la compréhension de téléspectateurs. Comment est composée la commission? Voilà, les commissions, maintenant. Les commissions, il y a une commission dans chaque commune qui est donc chargée de procéder à la révision des listes électorales. Voilà, une commission. Alors, cette commission, elle est composée, elle a pour président, le président, c'est un représentant de l'ECAM. De l'ECAM, désigné par le démembrement de l'ECAM local. Local. Voilà. Il y a un représentant de l'administration représenté par le sous-préfet. Un représentant du sous-préfet, un représentant du candidat. Des partis politiques légalisés. Voilà. Et ce n'est pas là qu'il y a un problème. Cette commission communale peut bien faire son travail. Allons à l'article 63. Article 63. Il est écrit dans cet article-là. Il est créé au niveau de chaque département une commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections. Et l'article 50 nous dit que les opérations préparatoires sont considérées comme opérations préparatoires aux élections, l'établissement, la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. Voilà. Donc, on vous dit maintenant que cette commission départementale qui est chargée de cela, et que cette commission contrôle les opérations d'établissement et de conservation et de révision des listes électorales. Connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales, assure le contrôle de la distribution des cartes électorales, ordonne toute rectification rendue nécessaire à la suite de l'examen des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de commission compétentes concernant les listes et les cartes électorales. Et comment est composée cette commission? Cette commission a pour président le président du tribunal de grande instance du ressort, un fonctionnaire soumis à la hiérarchie administrative. Les membres, 3 représentants de l'administration désignés par le préfet. 3 représentants d'Election Cameroun, donc Election Cameroun... Toutes ces informations Donc sont disponibles. le préfet peut se désigner lui-même? Mais bien sûr, puisque c'est lui qui désigne. Oui. Voilà, on dit 3 représentants d'Election On Cameroun. n'exclut pas le préfet. Le préfet qui est le démembrement du MINAT. Oui, mais il envoie il a ses représentants. Oh, non, je veux de l'eau dans votre moulin. Voilà, exactement. Oui. Et on dit il y a aussi un représentant de chaque candidat. Mais à quel moment il y a les candidats? C'est quand il y a une élection. Une élection. Mais là maintenant, s'il y a une élection où il n'y a pas de candidat, quand ils vont établir... On dit, la loi prévoit les partis politiques légalisés. Non, je prends bien, je lis bien l'article 64 alinéa 1. Voilà. Mais à Et l'article cette 49, on indique alors, déjà ce que qui se c'est passe pas... en Oui. réalité, Oui. c'est cette commission-là, la commission départementale. Et vous allez voir l'importance de cette commission départementale, même lors du recensement des votes. Les fameux PV qui sont signés par le président du tribunal de grande instance. C'est là, cette commission-là a tellement de pouvoir. Pour la présidentielle, les 58 PV. Voilà, et là, ce n'est plus le niveau représentant de national, l'ECAM qui oui. est président. C'est maintenant le président du tribunal de grande instance. Il y a 3 membres de l'administration. Il y a 3 représentants d'Election Cameroun. Alors, quand vous avez un président. Alors, donc, avez vous 3 pensez membres. qu'elle est quand même dépossédée de ses l'organisation Oui. au plan le plus opérationnel? Oui, c'est bien cela? Oui, effectivement. En fait, l'ECAM est dépouillé de sa mission de contrôler et de gérer le processus électoral camerounais. Mais et vous, qu'est-ce que vous proposez donc? Non, on va arriver aux propositions. Je veux bien qu'on comprenne. Parce que il me semble que nous avons un travail de pédagogie à faire avant que les gens comprennent. Oui. Elle est quand même dépossédée, mais il y a des élections qui se déroulent quand même. Oui, Qui organise donc ces élections-là? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils finissent d'enregistrer, on prend dans ces listes électorales, on les remet au président du tribunal de grande instance et à cette fameuse commission qui fait donc ce toilettage. Vous avez vu, ils peuvent ordonner
ils peuvent ordonner, ils peuvent des rectifications. Mais sur la foi des procès-verbaux issus des bureaux de vote. Non, je ne parle pas de vote. Je parle même déjà, je suis encore au niveau des listes, fichiers, même pas la construction du fichier électoral. Cette commission-là, vous voyez qu'elle est composée de beaucoup de personnes, des personnes assez, vous voyez, des personnes assez, je peux dire, des personnes assez tenues, par la haute administration. Mais qu'au niveau communal, on dresse des petites listes. Bon, il y a un représentant de cette commission travaille sur la base des fichiers qui lui ont été envoyés. Par les communes. Oui, les communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'on vous enregistre normalement, les communes établissent, on enregistre votre nom, mais quand on envoie là-bas, cette possibilité, c'est là où il y a tout ce que vous voyez là. C'est assez. Mais il y a les représentants de partis politiques qui peuvent être les mêmes représentants au niveau des communes. Vous savez pourquoi je me méfie encore davantage de cette commission-là? Tout est possible. Dans le meilleur des mondes possible. Quand des partis politiques appellent à l'inscription sur les listes électorales, l'administration et ceux qui ont intérêt voient bien qu'il y a un engouement et que des personnes suivent l'appel qui est lancé par ces leaders politiques ou de la société civile. À ce niveau-là, ils peuvent comprendre que toutes ces personnes qui viennent s'inscrire peuvent potentiellement élire ce candidat de l'opposition ou ces candidats. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas la preuve écrite, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. La commission donc départementale va donc exclure beaucoup de ces jeunes, comme ça a été en 2018, du fichier électoral. Vous n'avez pas prouvé au Conseil constitutionnel. Je le dis beaucoup. Non, vous avez eu l'occasion d'aller au Conseil constitutionnel, on n'est même pas allé au fond. Je vais parler de la procédure du Conseil constitutionnel. Je vais exposer cela. Donc voilà, donc là ce qui se passe. Donc ces commissions-là ne devraient pas faire ce travail. C'est Elecam qui doit faire ce travail. Dans l'exposé du motif de la loi... Mais qui préside la commission le président. La commission communale, c'est Elecam. Non, le président est un membre d'Elecam. Oui. Mais au niveau départemental, c'est le président du tribunal, qui est un juge indépendant. Non, là, c'est un magistrat du siège. Non, là, il ne statue pas en tant que juge. Oui, mais... Il ne statue pas. Si c'était le tribunal de grande instance, si on écrivait tribunal de grande instance composé des magistrats qui faisaient ce travail, oui, j'allais croire à l'indépendance parce que je crois à l'indépendance de la justice. Mais là... Et davantage le magistrat du siège. Le magistrat qui vient s'asseoir en tant que... Bon, il a été choisi comme ça, on dit, bon, il est dans une commission administrative, on ne va pas le noter sur cette base, mais il a quand même l'obligation parce que là, vous savez, le code... Il n'est pas lié par son serment en ce moment-là. Il n'est pas lié par son serment, il ne fait pas un travail, il n'est pas en train de juger là. Ouais. Là, il est dans une commission, il participe dans une commission. C'est comme un magistrat qui se retrouve à la FECAFOOT, président d'une commission à la FECAFOOT. Ou dans une tontine au quartier. Ou dans une tontine au quartier. Mais c'est bien, ça nous fait rire, mais c'est très grave. Mais en toile de fond, vous questionnez le mécanisme, notamment en évoquant le rôle joué par les commissions, que ce soit sur le plan communal, que ce soit sur le plan départemental. Pour beaucoup d'acteurs, le problème, de manière générale, c'est Elecam. Dans la façon avec laquelle vous déroulez, dans votre argumentaire, on a comme l'impression que vous ne partagez pas l'avis de ceux qui pensent qu'il faut simplement se débarrasser d'Elecam et qui considèrent que cet organe n'est pas un organe indépendant, mais que vous êtes plutôt dans une quête qui vise à capaciter davantage Elecam et à toiletter son mécanisme, notamment à travers les différents articles que vous avez évoqués. Oui, Elecam, le Cameroun n'a pas décidé d'avoir Elecam parce qu'il veut. Le Cameroun a signé des conventions, des traités, selon l'article, ou conformément à l'article 45 de notre Constitution, qu'il est tenu de respecter. Et là, lorsque vous lisez l'exposé des motifs de cette loi électorale, vous allez voir que le Cameroun évoque le traité ou la charte africaine, c'est un traité, la charte africaine pour la démocratie et la gouvernance, les élections et la gouvernance, qu'on appelle la CADEC. Hein, c'est l'expression usitée, c'est la CADEC. Alors, la CADEC et aussi la déclaration de Bamako, de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Cameroun s'est engagé obligatoirement à se doter d'un organe électoral indépendant. Et la plupart des pays africains se sont soumis à cela. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? On prend une loi. On écrit que oui, Elecam, comme vous avez lu tout à l'heure,
est un organisme indépendant qui gère tout le processus électoral. Mais dans la loi, on vient insérer des commissions, et je vais le préciser, des commissions sans personnalité juridique. Ces commissions électorales-là, ces commissions mixtes électorales, sont sans personnalité juridique. Vous pouvez pas... Ce sont ni les démembrements de l'ECAM, oui, ni les démembrements de l'administration, voilà, ni les démembrements des partis politiques. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ces sortes de structures, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'elles sont ad hoc, je ne sais même pas, elles sont créées comme ça, et qui gèrent le processus électoral, qui gèrent tout le processus électoral. Mais, donc, à votre avis, on va donner plus de pouvoir à l'ECAM? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a fait appel à l'ECAM, on dit, bon, allez publier les listes. Alors, le citoyen, lui, voit l'ECAM. Lorsqu'il s'inscrit, il voit l'ECAM. Il croit que c'est l'ECAM qui fait le travail. Lorsqu'on publie, je sais pas, lorsqu'il y a des activités, les rencontres avec des partis politiques, ça se passe à l'ECAM. Ils croient qu'ils ont en face d'eux les gestionnaires du processus électoral. Et c'est ce qui fait dire que l'ECAM est corrompu, et je ne suis pas en train de défendre l'ECAM. Je dis que l'ECAM n'a pas ses pouvoirs. Et si les acteurs politiques continuent à regarder l'ECAM, ils sont en train de se tromper. Est-ce que d'après vous... Quelle est la commission, avant de prendre Karen Mesati-Achoya, quelle est la commission mixte idéale pour vous? Ou on peut passer outre la formulation commission mixte. Quelle est l'organisation au niveau local idéale pour vous pour organiser une élection qui ne soit pas contestée, qui soit transparente? Il faut tout simplement un organe électoral indépendant. Est-ce que vous savez que le président du conseil électoral, le directeur général de l'ECAM peuvent être démis de leur fonction par décret du président de la République? Oui, on le sait. Ah, vous voyez, où est l'indépendance? Où est l'indépendance là? Donc il nous faut... Non, on a déjà eu ce débat. On a déjà eu ce débat-là. Je voudrais vous cantonner au débat sur la commission électorale. Oui. Quelle serait donc pour vous la forme, je vais dire idéale, d'une commission, la composition ou la structure d'une commission? Non, les commissions doivent disparaître. Pour laisser place à quoi? À l'ECAM, avec des pouvoirs, un président et des membres du conseil qui sont élus, peut-être qui sont désignés pour 9 ans, et que le président ne peut pas démettre de leurs fonctions. Des mandats non renouvelables. Voilà, et qui auront aussi une indépendance, je ne vais pas appeler ça une autonomie, pas autonomie financière, mais une indépendance. Parce que vous voyez le principe de l'unicité des caisses de trésor qui fait que c'est le ministre des Finances qui peut décider de leur allouer les crédits. Tout ça, cet organisme-là n'a pas d'indépendance en réalité. Il nous faut un véritable organe électoral. Sinon... Mais ailleurs, vous venez de France. Oui. En France, c'est l'administration, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection. Alors, je dis donc ceci. Mieux de dire aux Camerounais que le ministère de l'administration territoriale gère les élections. Mais ça ira en contradiction avec les traités que le Cameroun a signés. Vous voyez? Donc, si le Cameroun a signé, il faut que le Cameroun respecte ces traités-là. Moi, je n'ai pas envie d'employer certaines expressions, mais on ne peut pas faire ça aux Camerounais. On dit qu'on a un organe électoral indépendant, mais dans le même texte, on va créer une structure administrative. Ce sont des structures administratives en réalité. Ça nous rappelle cette une de mutation en 2012 lorsque le texte avait été déposé, le projet de modification de la loi portant code électoral. Après à peine 7 ou 6 mois après sa promulgation, je me souviens de cette une de mutation qui annonçait le retour en force de l'administration dans le processus électoral. Mais en 30 secondes, Rodrigue, parce que peut-être on n'aura plus l'occasion de parler de ça. On évoque beaucoup organes électoraux indépendants, on en parle beaucoup à travers le continent. Quels sont d'après vous, en tant qu'acteur de la société civile et homme politique, les critères d'un organe électoral indépendant, surtout dans le contexte camerounais? Non, il n'y a pas de contexte camerounais. On fait comme tout le monde fait. On n'a pas inventé le fil à couper du beurre. Non. Dans le contexte mondial ou africain, les commissions électorales, on les connaît. On sait comment elles fonctionnent. Elles sont indépendantes. Je parle de l'organe, pas des commissions cette fois-ci. Je parle de l'organe en charge de l'organisation de l'élection. La commission électorale, oui, c'est l'ECAM. Et l'ECAM, je parle de l'ECAM. On appelle l'ECAM, mais ailleurs, c'est les CNI et tout le reste. Elles sont des structures indépendantes. Sont des structures indépendantes. Il y a l'inamovibilité de ses présidents et directeurs généraux et de ses membres. Il y a cette indépendance financière qui ne dépend pas des crédits du ministre des Finances qui peut décider de bloquer les crédits alloués à l'ECAM. Donc il y a beaucoup de mécanismes qu'on peut mettre en place pour avoir cet organisme. Et il nous faut cet organisme. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi je vais, si vous permettez Rodrigue, je vais me battre, parce que vous m'avez posé cette question, je crois que c'est vous qui m'avez posé cette question, je vais continuer à me battre. Là je vais saisir la Cour de justice de l'Union africaine pour
violation de ce traité africain. Même si le Cameroun décide de ne pas appliquer ces décisions-là, voilà, nous serons considérés comme un État voyou, mais je vais le faire. Je vais le faire. J'ai épuisé les voies de recours, j'ai cru au Conseil constitutionnel de mon pays. Ils ont rendu la décision, je respecte la décision, mais je considère... Irrecevable, c'est-à-dire votre dossier était mal monté. Non, non, il n'était pas mal monté. C'est bien ça, irrecevable. Non, irrecevable veut dire que sur la forme, le dossier n'était pas correct. C'est important d'expliquer ça, parce que c'est déjà le peut-être de cette émission, c'est important d'expliquer. Je dis bien que la décision a été rendue, je la respecte, mais la justice n'a pas été rendue, le droit n'a pas été dit. Et c'est pour cela que je vais... Ce n'est pas en recours, mais je vais saisir la Cour de justice de l'Union africaine pour régler cette affaire. Le Cameroun ne veut pas doter notre pays d'un organe électoral indépendant. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous voyez toutes ces contestations. Mais comment vous êtes senti, maître petite prolongation avant Karim Beza-Tchatchoya. Comment vous êtes senti vous venez de Paris, vous êtes accompagné de 2 avocats, dont en réalité vous êtes 3, et puis votre dossier, généralement, ça gêne qu'un avocat, son dossier soit rejeté, soit jugé irrecevable, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'examen au fond. Si on veut dire les choses trivialement, ça n'a pas été bien monté. Est-ce que ça vous gêne pas je vais vous dire tout simplement. Non, je vais vous dire simplement. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit? Le Conseil constitutionnel a dit que tout ce qui est phase préparatoire, c'est-à-dire inscription sur les listes électorales, révision, fichier électoral, ce n'est pas de notre compétence. Or, l'article 48 de la Constitution. Avant de se prononcer sur la compétence, elle doit recevoir le... Non, oui, alors je vais... Mais elle a dit que la requête était recevable. Il y a un lien, je vais vous expliquer. Parce qu'il ne faut pas croire que la requête a été mal montée. Non, non, c'est pas ça. C'est pas que... Vous savez, il y a 2 sortes d'irrecevabilité que le Conseil constitutionnel peut prononcer. Il y a des irrecevabilités de forme et des irrecevabilités de fond. Voilà. Ça, c'est peut-être technique, ça. Hein? C'est technique, il faut comprendre ça. Irrecevabilité de forme, c'est que vous devez saisir le Conseil constitutionnel par une requête dans les délais de 10 jours. Vous devez mentionner qualité, les faits. Non. Vous devez mentionner les faits. Vous devez mentionner les faits, les moyens de droit que vous soulevez. Et que sur le plan de la forme, quand on regarde votre requête, on dit elle est irrecevable parce que vous n'avez même pas respecté les formes. Maintenant, d'où vient le défaut de qualité? Le défaut de qualité ici découle du fait que ELECAM dit que les contestations préélectorales, c'est-à-dire vous contestez le fichier électoral de l'élection de 2025 qui est en train de se confectionner là maintenant. Ouais, nous avons encore 25 jours à peu près. Oui, le fichier électoral étant permanent, donc c'est ce fichier électoral qui est en train d'être confectionné. Et ELECAM nous fait savoir, le Conseil constitutionnel nous fait savoir qu'il n'est pas compétent pour connaître de la régularité de ce fichier électoral. Alors, comme ils ne sont pas compétents à connaître, donc... Incompétent vient, c'est votre terminologie, c'est votre phraséologie, c'est pas la phraséologie du Conseil constitutionnel. Si vous permettez, c'est un peu technique. Hein, parce que je vais être un peu, comme on dit souvent, trivialement, pour que les gens... Oui, mais employer les mots qui ont été employés par le Conseil constitutionnel. Je suis en train d'y arriver, parce que j'ai la décision. Voici les décisions qui ont été rendues. Elles m'ont été notifiées vendredi. Donc j'ai les décisions avec moi. Donc je vais vous dire, je ne peux pas vous lire toutes les décisions. Et les CAM, voilà sa justification. Le Conseil constitutionnel. Voici sa justification. C'est que nous ne nous occupons pas. Vous nous avez saisis pour contester les actes préparatoires posés par des commissions électorales mixtes que vous jugez irrégulières. Nous ne nous occupons pas de ça dans le cadre de notre mission de veiller à la régularité de l'élection présidentielle. Sans dire qu'ils sont incompétents, c'est ça. Non, maître, non, on ne peut pas laisser circuler. Non, si vous ne... Non, attendez, j'ai lu la décision. Non, je vais continuer, parce que si vous ne pouvez pas voir la passerelle, d'où vient le défaut de qualité. Alors, ELECAM, qu'est-ce que ELECAM dit? ELECAM dit... Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit... Oh, excusez-moi. Le Conseil constitutionnel dit que vous nous avez saisis dans le cadre d'une mission qui n'est pas la nôtre. Nous ne pouvons pas contrôler... Dans le cadre de la régularité de l'élection présidentielle, nous ne pouvons pas contrôler les actes préparatoires, dont le fichier électoral, qui va permettre d'élire le futur président de la République. Ce n'est pas notre compétence. Même si l'article 48 de la Constitution et 40 de la loi portant organisation du Conseil constitutionnel dit que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Quand on parle d'élection présidentielle, elle part
du moment... Tout le processus. De tout le processus, c'est-à-dire que du moment où on inscrit les électeurs jusqu'à la proclamation des résultats. Absolument. Et c'est ce qui se passe en France. J'ai produit d'ailleurs une jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun, statuant comme conseil constitutionnel, qui a reconnu qu'ils sont compétents pour connaître des actes préparatoires, donc des actes qui sont faits avant qu'il y ait l'élection proprement dite. Voilà, donc ils l'ont dit, ils ont reconnu cette jurisprudence, et là c'est l'affaire du député Kouemou, dans le cadre des élections législatives. C'est en 2013, c'est clair. Voilà, ils ont refusé, ils n'ont pas regardé. Ils ont dit, nous sommes chargés, juste quand les candidatures sont déclarées par ELECAM, donc on peut vérifier les sigles, on peut le rejet des candidatures, et nous aussi, nous sommes saisis du contentieux de la régularité après le déroulement du vote. Donc, comme vous nous saisissez, hors ces cas-là, vous n'avez donc pas qualité. Vous comprenez? Voilà donc la raison pour laquelle, si le Conseil constitutionnel avait reconnu, comme il a été reconnu par la Cour suprême du Cameroun, statuant comme Conseil constitutionnel, j'aurais eu qualité. Mais pour eux, ils disent que comme on ne touche pas à ce domaine-là, vous nous saisissez, vous n'êtes pas candidat, c'est les candidats qui doivent nous saisir. Donc en tant qu'électeur ou potentiel électeur, candidat, vous n'avez pas le droit de nous saisir. Donc vous avez introduit une action alors que vous n'aviez pas qualité. Bon, je ne voudrais pas contester. On arrive à regretter le conseil. Voilà, je ne voudrais pas contester ces juges, mais ce que j'ai, le sentiment que j'ai, et je l'ai dit devant les juges, je ne commande pas la décision. Oui. Je suis simplement en train de dire ce que j'ai dit au cours des Encore débats. que c'est le commentaire tendancieux qui interdit. Non, on peut commenter. Nous entendons souvent. Non, maître, j'en profite pour faire aussi circuler quelques messages à l'opinion. On reproche souvent aux journalistes de commenter les décisions de justice. Ce n'est pas interdit par notre profession. Nous devons juste éviter des commentaires tendancieux. Absolument. Voilà. Donc ce que l'ELECAM a fait pour moi... Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a fait, mais ça revient toujours à l'ELECAM. On en parle toujours. Alors ce que le Conseil constitutionnel a fait pour moi, et je l'ai dit aux juges, c'est un délit de justice. Ils n'ont pas voulu qu'on ait ce débat sur le fichier électoral. Parce que s'il y a un débat sur le fichier électoral et que le Conseil constitutionnel allait se rendre compte que l'ELECAM n'a pas cette compétence et que le Cameroun n'a pas un organe électoral indépendant, ça pourrait remettre en question toutes les élections qui ont eu au Cameroun. Vous voyez, sur le plan politique, c'est très grave. Ils n'ont pas, moi je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité-là en remettant tout sur la table. Et ils n'ont pas dit que j'avais tort. Ils n'ont pas dit que j'avais tort. Ils ont dit simplement, ils ont même dit que c'est prématuré. Ils ont même dit que c'est prématuré. Ça veut dire que je pourrais revenir avec ce problème-là quand je serai officiellement candidat ou alors lorsque l'élection présidentielle on aura convoqué le corps électoral. Voilà. Donc, ils ne m'ont pas dit, et le Conseil constitutionnel n'a pas dit, parce que j'ai lu M. Timbana a été dégoûté, non. C'est juste, c'est très technique ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel n'a pas voulu toucher le fond du problème. Ils ont battu ce qu'on appelle... Ils ont battu en brèche. En brèche, voilà. Karim Tchatchoya, bonsoir. On vous prend enfin, excusez-nous, pardonnez-nous ces inconduites, mais vous êtes là pour nous mettre un peu de couleur. Vous arborez d'ailleurs de très belles couleurs. Merci. Bienvenue donc pour cette chronique. Ce sont mes préférences, cher maître. Bonsoir maître. Bonsoir, bonsoir. Devrais-je dire bonsoir pasteur? Oui, oui, bonsoir. Alors, de quelle chapelle êtes-vous? Chapelle, vous voulez pas de religion? De quelle religion, tant pour moi? Religion, la religion? Ouais. Non, je n'ai pas de religion. Mais vous êtes pourtant pasteur. Oui, c'est pas, je n'appartiens pas à une congrégation, je suis serviteur, non serviteur du Dieu vivant. Voilà. Et pourquoi avoir choisi justement de servir l'Éternel de cette façon-là? Maintenant, d'où est parti le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une révélation? C'était quoi? Oui, vous savez, on ne vient pas à celui que nous appelons Jésus-Christ. Hein. On ne vient pas à lui de nous-mêmes. Vous recevez un appel, il vous appelle, et c'est des moments spirituels. C'est des moments spirituels. J'étais, je veux dire, comme tout le monde. Je menais ma vie comme tout jeune, et un jour, il m'a appelé. Et c'est de plusieurs façons. Hein. C'est de plusieurs façons. Vous avez un moment, il y a certains qui ont eu une envie pressante de le chercher. Vous n'avez plus de paix, c'est comme si vous recevez un appel, venez, 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 ouvrez votre Bible, détachez-vous de tout, vous m'appartenez et vous ne pouvez rien faire.
Parce que là, vous savez, nous sommes créés par un Dieu, et ce Dieu-là, il décide de nous comme il veut. Et quel est cet élément-là qui a fait déborder le vase, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour que vous sentiez cet appel, qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous ressentez cela comme ça, à un moment, vous êtes intéressé, attiré par les choses spirituelles. Et comment vous savez pas que c'est un marabout qui vous appelle? Non, vous ne pouvez pas, puisque il y a quand même un code. Il y a un code qu'on appelle la Bible. Il y a un code, et il y a aussi des aînés dans la foi qui vous parlent, vous allez les voir, parce que quand vous recevez l'appel, déjà à la base, j'étais religieux, j'étais catholique, ce qu'on appelle, j'étais catholique, donc je savais quand même, je savais lire, je connaissais la Bible, je pratiquais, j'étais très... D'ailleurs, j'ai voulu être enfant de messe, et j'ai même voulu, je sentais en moi que j'admirais les prêtres, mais chaque fois que je voulais être enfant de messe, quand je me présentais, on ne me prenait pas. Pourquoi? Je ne sais pas, on sélectionnait, vous savez, moi quand je voyais mes camarades, quand ils allaient devant, avec le prêtre, moi j'ai envié ça, je mourais d'envie, mais on ne m'avait jamais pris. On m'avait jamais pris, mais j'étais intéressé, et quand j'étais catholique, moi j'allais à Lourdes, j'avais des amis prêtres, j'investissais, d'ailleurs dans mon village, je suis l'un des plus grands contributeurs de la construction de la chapelle catholique de mon village, à Luma et Combo. J'ai mis assez d'argent là-dedans. Moi, je crois que les pasteurs, les prêtres, et même les pasteurs des autres religions, étaient vraiment, moi, c'est des personnes, et d'ailleurs, je continue à les respecter. Et quand vous n'avez pas pu, vous avez pris votre revanche? Non, je ne sais pas. J'ai dit, quand j'étais enfant, j'avais déjà une attirance pour les choses spirituelles. En fait, les appels, on ne sait pas quand ça vous arrive. C'est comme c'est des vocations, en fait. C'est des vocations. Et même ces métiers d'avocat, quand j'ai décidé d'être avocat, c'est parce qu'à moi, je voulais défendre toujours. Je voulais défendre toujours les causes. J'avais ce sentiment-là. Et moi, mon père était de la justice, et nous habitions toujours, lors de ces multiples mutations, à travers les pays, nous habitions toujours proches des palais de justice. Et moi je n'avais aucune admiration pour le juge, mais quand je voyais l'avocat, quand un avocat prenait la parole, je rêvais que de ça. Et quand j'ai eu ma licence, mes parents ont voulu que j'aille à l'ENAM. Moi, je leur ai dit non, je veux être avocat. Donc, j'ai décidé, j'ai fait mon examen, j'ai passé mon examen ici et je suis devenu avocat. Donc, c'est quelque chose, cette profession, elle a aussi quelque chose de spirituel. Vous voyez les avocats avec ces robes noires-là, ce sont les moines. Ce sont les moines qui leur ont donné ces robes-là. La bande d'hermine, là, toute blanche là et tout, là, qui ressort là, quand vous la voyez, elle symbolise la lumière. Donc, c'est une profession, et si vous allez bien, vous allez peut-être le constater, je ne voudrais pas dénoncer, je ne dénonce personne, vous allez constater que les avocats sont souvent très spirituels. Ceux qui acceptent de porter cette robe-là par vocation. Ils sont spirituels dans divers domaines. Il y a d'autres qui sont dans la foi, il y a d'autres qui sont dans d'autres... religieux, vous voulez dire? Non, ils ne sont pas moins spirituels que vous, les religieux. Non, ils sont très spirituels, les avocats. Vous allez trouver... on va vous dire même que dans d'autres personnes, on vous dit qu'il y a 97% qui sont dans les loges et tout le reste. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes nous posent la question, comment est-ce qu'on peut être avocat et on peut être pasteur, alors qu'on peut être avocat et pasteur en même temps. Donc les gens ne comprennent pas, parce que dans la tête, effectivement, les avocats ont été considérés comme des personnes qui sont un peu en contradiction avec une certaine foi. Mais à la décharge du barreau, quand même, signalons que 98%... Non, je vais dire, pas le barreau. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Oui, c'est le préconçu. On a toujours, mais ça, parce que vous, avocat, quand vous le dites, et que nous ne revenions pas dessus pour rappeler que c'est des idées préconçues. Oui, non, je suis en train de le dire que les gens... Ils peuvent penser que nous avons validé ici l'idée que j'ai beaucoup de confrères, beaucoup de confrères qui sont pasteurs. Ils ne s'affichent pas. J'ai beaucoup de confrères qui sont, que ce soit en France, au Cameroun... Et qui sont même corrects, même s'ils ne sont pas religieux. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas corrects. Moi, je ne suis pas en train de juger. Je suis pas en train de dire que les avocats, quand vous voyez quelqu'un porter une robe d'avocat, s'il le fait par vocation, il y a quelque chose de spirituel. C'est quelqu'un qui veut défendre la justice, quelqu'un qui a une certaine manière. Vous savez, il y a le code de déontologie des avocats. Si vous le lisez, vous aurez comme l'impression que vous êtes en train de lire la Bible. Le code de déontologie des avocats. Vous allez voir des principes de netteté. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un avocat qui trompe le tribunal, il est radié. Si vous le faites volontairement, vous trompez, c'est-à-dire vous manipulez la justice, on vous radie. Beaucoup de gens ne le savent pas.
Donc, si vous allez dans ce code-là, on vous parle d'honnêteté, on vous parle d'humanisme, on vous parle des principes de dignité, tout ce qui est vraiment... Vous cherchez la vérité comme voilà. Bon, exceptionnellement, cher confrère, on reconnaît que après le journalisme qui est le plus beau métier du monde, peut-être c'est l'avocature. Ouais, tout à fait, je valide cela. Alors, vous êtes marié, on le sait. Oui. C'est le deuxième mariage. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le premier? Non, mais voilà, déjà, moi j'étais très jeune. J'étais très jeune et ça n'a pas duré longtemps, c'est pas une longue histoire. J'étais très jeune, et voilà, donc je ne connaissais pas Dieu, je vivais comme des jeunes, j'étais un peu irresponsable. Voilà. Oui. Certains qui sont... C'était votre faute. Voilà, je porte cette responsabilité. Oui, parce qu'en tant que chef de famille, je devrais m'assurer que tout va bien, mais j'étais jeune. J'avais à peine 30, je sais pas, j'étais très très jeune. Vous m'avez promis, quand on s'est vu en offre, que vous allez rester gentleman, je sais que vous le serez. Alors, certains qui sont très proches de vous nous ont confié que c'est juste certain, c'est parce que vous ne résistiez pas vraiment aux belles femmes autour de vous, que votre épouse à l'époque-là n'a pas pu supporter. Donc du coup, que c'était une infidélité un petit peu exagérée, entre guillemets. Et du coup, elle n'a pas supporté les parties. Bon, qu'avez-vous à dire à cela? Oui, non, désolé, je ne voulais pas parler de ce côté de ma vie. Vous savez, c'est des choses douloureuses. Donc, je ne peux pas parler de ça. Mais la page est tournée maintenant. Je dis, elle n'est pas tournée parce que c'est une partie de ma vie. Et ça fait partie de l'intimité, avec tout le respect que j'ai pour cette femme. J'ai du respect pour elle. Et voilà, c'est une situation qui est arrivée. On a cru en ça. Après, ça ne s'est pas bien passé. Mais c'est pas de ça que Karel parle. Je sais que vous êtes habitué au prétoire, mais on n'est pas devant le prétoire. Je veux dire ceci. Je vais reformuler ma question peut-être. Oui. Alors, ceux qui vous connaissent, que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui, m'ont fait savoir que madame est partie parce que justement, vous n'étiez pas très... Vous étiez chaud au lapin. Voilà, En fait, merci pour l'expression. vous me ramenez à parler de ce qui s'est passé. Oui, justement. Ouais, et c'est pour ça que je vous dis que je respecte cette intimité. C'est une vie, une belle vie qui s'est passée comme elle s'est passée, mais bon, à l'époque j'étais jeune, et voilà. Donc je ne voudrais pas. Non, je ne voudrais pas rentrer dans ce qu'il y a. Il y a un jugement de divorce qui a été prononcé, qui a des faits. Vous savez, c'est peut-être au Cameroun, je ne sais pas, peut-être au Cameroun. En France, par exemple, vous lisez une décision de justice sur un divorce, il n'y a pas d'effet. Ouais. Il n'y a pas d'effet, parce que c'est des choses qui rentrent dans l'intimité, vous voyez. Au Cameroun, les journalistes n'ont pas le droit de donner les noms des mises en cause dans une procédure de divorce. C'est-à-dire que nous employons, d'après ce que la loi prévoit, des initiales. Voilà. Ils pas dit que... non, pour publier. Oui, Bala et Tout à fait. donc, nous n'avons pas le droit. Donc, c'est bien encadré aussi. Ça fait partie ça fait beaucoup d'années, ça fait partie d'un moment douloureux de ma vie. Vous savez, divorcer, ça fait toujours... Non, mais la question de Karel, peut-être qu'on va utiliser nos vieilles formules pour les poser. D'après ce que les téléspectateurs disent souvent, d'après des questions que nous recevons, il paraît que vous êtes un chaud lapin. Non, là maintenant j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Non, je ne dis pas que Non, je suis en train de vous... Il faut être précis là-dessus, vous savez. Ce que j'ai eu, avant, moi j'ai pas été marié longtemps. Combien d'années? Disons officiellement, c'est-à-dire j'ai pas été marié. J'ai été marié peut-être pendant 4 ans. Vous voyez. Donc, et même... C'était pas... Moi, je ne voulais pas rentrer dans ça. Je ne voulais pas rentrer dans ça. Et après ça, j'ai connu une vie... j'ai eu un long moment où j'essayais de me concentrer, essayer de voir pour chercher, pour retrouver des véritables repères d'une nouvelle vie. Et qui est magnifique maintenant. Vous faites bien de prononcer le mot magnifique parce qu'on sait que vous avez rencontré, cette fois-ci on l'espère, on croise les doigts, votre âme sœur. Elle est membre du parti politique PCRN de Cabral Libye. Cabral qui est un potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous aussi, vous déclarez votre candidature et donc vous allez challenger madame. Vous savez, moi je ne crée pas un parti politique. Vous voyez ? Elle milite dans un parti politique. Moi, je suis
candidat indépendant à l'élection présidentielle. Mais elle soutient un candidat. Moi, je ne sais pas encore. Moi, ce que je fais... Vous allez faire démissionner du PCRN, alors? Non, je ne fais démissionner personne puisque je ne crée pas un parti politique. Non, mais elle va soutenir le candidat de son parti. Qui vous a dit, moi, alors la candidature indépendante, c'est quoi? Il faut comprendre. Non, on connaît bien. Oui, mais on dit, si vous êtes candidat et que le PCRN investit un candidat, madame choisira entre vous et le candidat du PCRN. Ça permet de répondre. Ça permet de répondre à votre question. La candidature indépendante, celle que moi je propose aux Camerounais, pourquoi je l'ai choisie? C'est parce que je vais convaincre tout le monde, y compris le président de son parti, les membres de son parti. Tout le monde. La candidature indépendante est par essence une candidature consensuelle. Parce qu'elle va au-delà des partis politiques. Moi, je veux proposer, je veux convaincre pour que les Camerounais m'acceptent, qu'ils soient du RDPC, ce sont des citoyens, ils aiment aussi leur pays. Donc tout cela, M. Cabral Libi aime le Cameroun. Tous les autres aiment le Cameroun. Donc ma candidature indépendante, c'est donc ce que les Camerounais ont toujours sollicité, une candidature consensuelle. Je veux convaincre tout le monde que je suis la personne qu'il faut pour notre pays. Voilà. Donc, je ne crée pas un quand même à ce que vous fassiez chemin avec madame, c'est-à-dire qu'elle vous soutienne, qu'elle vous accompagne dans cette action-là. C'est quand même un peu curieux. Non, voilà. Ou alors peut-être qu'elle a un poste avancé au sein du PCRN dans cette campagne-là. Oui, moi je ne veux pas. Voilà, c'est ça, c'est cette façon de voir la politique. Avec beaucoup d'émotion, de faire des affaires pour son pays avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de subjectivité. Comme madame est du PCRN, alors, c'est pas bien pour votre candidature, il faut que madame soit avec vous. Moi, je tiens à vous peut-être à rappeler, je l'ai d'ailleurs écrit plusieurs fois, ma mère était la présidente départementale des femmes de l'UNDP dans le Djaïlobo. Et mon père était un militant convaincu et un cadre de la sous-section à San Milima. D'ailleurs, quand mon père... À quelle période, s'il vous plaît? Parce que l'UNDP a plusieurs vies. Il y a l'UNDP de l'opposition et l'UNDP de la plateforme avec le RDPC après 97. Alors je parle donc de l'UNDP de l'opposition. Voilà. C'est de l'UNDP de l'opposition dont je parle. Vous voyez? Et à cette époque-là, c'était dur. Ma mère est présidente, elle est candidate aux élections législatives dans le Djaïlobo. Elle a été vraiment une grande militante. Et mon père, qui était un fervent militant du RDPC. D'ailleurs, quand il est décédé, on a posé le drapeau du RDPC sur son cercueil. Donc, et moi-même déjà aussi, mon père m'a amené là-dedans. Mais ma mère était dans l'UNDP. Et nous, chez nous, ça ne pose pas de problème. Actuellement, j'ai un de mes petits frères qui est président de section des jeunes d'une succession au JRDPC de mon village. Et il milite là-bas. J'ai des sœurs, je crois que j'ai une petite sœur qui doit être dans ces mouvements, ou bien des neveux qui sont dans le mouvement franquiste, ils croient. Donc nous, dans notre famille, on n'a pas ça. Nous, c'est des valeurs. C'est à peu près comme, c'est comme si nous étions dans notre foi. Moi, je crois, j'ai ma foi. Si tu es musulman, que tu veux être musulman dans ma famille, tu es musulman, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Nous, chez nous, c'est la liberté. Et ma femme et moi, nous avons des positions contradictoires sur plusieurs points. Ceux qui nous lisent sur Internet, elle soutient, elle a ses positions sur un sujet, moi j'ai les miennes, mais on n'a pas de problème. Parce que moi je crois en la liberté. Je crois en cette liberté profondément, que chacun peut avoir ses opinions. Et ça aussi c'est très africain. Je ne voulais pas dire camerounais. En France où je vis, moi je constate que vous allez voir le mari écologiste, la femme écologiste, le mari de la droite, voilà, et le couple, ça, ce sont des idées. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, il ne faut pas embrigader des gens comme si on était dans une sorte de religion, de foi. Non, chacun est libre. Et je vais vous surprendre. Si ma femme décide, lors de la présidentielle, de soutenir le candidat de son parti, elle sera libre de le faire. Elle sera libre de le faire. Tout simplement parce que je ne l'ai pas convaincu. Et je considère que c'est à moi de convaincre. Donc je n'ai pas demandé à ma femme d'aller démissionner parce que je vais paraître. Et les gens seront libres de vous dire que vous n'avez pas pu convaincre votre femme. Voilà, les gens seront libres, mais je propose mon projet. Oui, mon projet, c'est pour les Camerounais. Ce que je vais proposer aux Camerounais, je verrai bien si ma femme aussi n'acceptera pas, mais je crois que la majorité des Camerounais vont croire en cette candidature. Parce que je suis quelqu'un de véridique et j'ai des choses à proposer aux Camerounais. Ça fait plusieurs années que j'y travaille. En 2011, j'ai voulu déposer ma candidature à la présidentielle. J'avais déjà tout préparé. Ceux qui me sont proches le savent. J'avais tout préparé.
Alors j'ai été convaincu par certains aînés qui étaient avec moi dans le parti. Vous avez il y a 35 ans, en 2011. En 2011, oui. Et ils m'ont dit, accordons une dernière chance au président de la République. C'est ainsi que je suis venu au Cameroun défendre l'éligibilité du président Paul Biya. Je suis passé dans une chaîne concurrente STV à l'époque avec Thierry Ngonga. J'avais en face de moi Ona et bien d'autres aussi. Mathias Eric Ona qui estimait en 2011 que Paul Biya n'avait pas le droit de se représenter. Un mardi. Une thèse soutenue par le professeur Olinga. Oui, Olinga. Oui, Olinga, voilà. Olinga qui estimait que, Alain Didier Olinga qui estimait que Paul Biya n'avait pas le droit de se représenter, ayant été élu pour un dernier mandat de 7 ans en 2004. Voilà. Bon, aujourd'hui, Alain Didier Olinga est conseiller technique du ministre de la Défense. Mathias Eriko Nangini est vice-recteur à l'Université Yaoundé. Oui. Prenez, chacun peut se faire une religion. Donc c'est pour dire que je suis quelqu'un de la scène. Alors je l'ai fait et j'ai dit à ces aînés-là, bon, ok, dans ce cas-là, ce dernier mandat du président. Et quand le président a décidé de se représenter, j'ai dit que je ne pouvais pas. Parce que je pensais qu'en 2018, il allait céder ou alors laisser la place. Donc pendant qu'eux ils sont passés de l'autre côté, vous êtes revenu à l'opposition. Non, moi, le président Biya, vous souteniez en 2011 qu'il peut candidater, donc vous le souteniez. Oui. Aujourd'hui, ils n'ont pas dit qu'ils le soutiennent, mais ils ont des positions qui montrent bien qu'ils le soutiennent. Entre-temps, vous êtes passé à l'opposition. Oui, je ne voulais pas dire opposition, parce que moi, je ne suis pas de l'opposition. Oh, d'accord. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Vous savez, l'opposition, c'est dans le cadre partisan. Je suis de la société civile, je suis un citoyen camerounais qui veut voir son pays progresser. Donc, moi, j'ai vraiment de l'ambition. Je voudrais faire quelque chose pour ce pays. Quand je vois la situation de ce pays, moi, j'ai très mal. Vous savez, excusez-moi un peu de, souvent un peu, aller un peu, sortir un peu du sujet. Vous voyez, Yaoundé, depuis que je suis arrivé là, moi, j'ai des larmes. Je vois que des Camerounais investissent. Il y a des immeubles, des belles maisons, mais il faut voir l'environnement. Tous ces immeubles sont poussiéreux. Vous voyez comment la ville suffoque. Vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas un plan de développement dans ces pays. Le Cameroun n'a pas un plan de développement. Donc, des choses que moi je vais proposer pour ces pays, je crois que les Camerounais me feront confiance. Et bon, à la décharge du gouvernement, je dirais qu'il y a le plan. Bon, revenons. Il y a le PENDIS, il y a un autre plan, je retiens pas le nom. Non, le SND 30. Le SND 30. Il fallait que c'est vous qui le non, vous voulez parler du SND 30. Il y a une planification. Il y a 30, oui. Je fais mon job, je vous dis quand même qu'il y a une planification qui est prévue. Il y a 30 projets. Monsieur Louli ne va peut-être pas me démentir. 3 grands projets dans ces SND 30 que j'ai parcourus, que j'ai analysés. Et nous sommes à la 4e année. Aucun de ces projets n'est actuellement bancable. Il n'y a pas de business plan possible. 4 ans après, et on nous a dit que c'est 10 ans. C'est horizon 2030. Horizon 2030, on nous avait dit 10 ans, 2020, 2030. Et on est à la 4e année, parce que là on va... Donc il y a 2020, 2021, 2022, 2023. On est à la 4e année. Et aucun de ces projets n'est à l'heure actuelle bancable. Je ne dis pas qu'il a démarré ou qu'il a... Il n'y a même pas un business plan qui puisse permettre de lever des fonds. C'est un digne fils du... C'est un digne fils d'un projet avant non, un digne fils d'un autre plan. Le plan qui fixait un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. Je voudrais que c'est vous qui le dites. Je voudrais que ça sorte de votre bouche. Bon, c'était le DSE, voilà, le document stratégique pour l'emploi. Voilà. Tout à fait. Alors, une dernière pour la route, avant de faire une fleur à quelqu'un qui m'a été très sympathique. On sait que vous affectionnez beaucoup le sanga. C'est vrai, c'est un mec que vous... Ah oui. Ça, je peux le manger chaque jour. On sait également que vous êtes monsieur, on va dire maniaque de la propreté, parce qu'à la maison, lorsqu'on nettoie, vous faites... Ah oui, ça c'est vrai. Vous ne faites pas confiance à ceux qui... Ah oui, vous êtes vraiment renseigné là. J'ai fait mon job. Comment vous avez su tout ça? C'est vos petits secrets. J'ai mené mon enquête. Vous êtes allé... Là, vous êtes entré là en profondeur là. Comment vous avez su que j'aime le sanga? Bah écoutez, j'ai fait mon travail, monsieur. Et vous pouvez nous dire peut-être si c'est avec ce consent. Parce que Rodrigue m'a dit que vous allez me passer un coup de fil pour essayer d'aborder certains points. Je vous ai dit qu'elle était libre de vous passer. Oui, il était libre, mais j'ai attendu si vous dites des choses. Je ne suis pas le directeur de sa collègue. Je ne sais pas qui a trahi, en tout cas. Bon, mais en tout cas, c'est vrai, c'est vrai. Vous repassez toujours après, quand on ait fait le ménage à la maison. Ah oui. Alors, je vais vous faire une petite fleur. Thierry, s'il te plaît.
Oui, d'avoir effectivement, été, c'est au culte ce matin. Comment vous avez eu ça? C'est mon petit secret. Mais dans quelle chapelle, finalement? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas de Oh non, confession. c'est une assemblée du côté de Messassi. Il n'y a pas de dénominatif ou ça? Bon, la Messiaque, on appelle la Messiaque, mais c'est pas une religion. Vous savez, c'est des sortes d'associations en fait. C'est ce que nous appelons dans ces milieux-là des assemblées chrétiennes. Vous voyez, c'est pas. Vous évitez un dénominatif il n'y a pas parce de- que vous craignez qu'on vous classe comme étant église réveillée? Ah non, moi j'ai pas un problème avec ça. Oh. Voilà, c'est ce qu'on appelle les églises réveillées. C'est Voilà. une église. Non, mais c'est pas une religion. Non, attention. C'est ce que le public, l'opinion appelle église de réveil. Ouais, des églises de réveil. Mais c'est pas organisé. C'est pas ce que les gens pensent que c'est une religion. Vous allez voir là que chaque assemblée a sa manière de voir la parole de Dieu. Et les pratiques diffèrent. Or, si vous allez par exemple dans l'église catholique ou chez les protestants, vous allez voir qu'ils ont la même liturgie, ils ont une manière de faire qui ressemble. Mais dans ces églises-là, ce qu'on appelle prosaïquement église de réveil, en réalité, ça ne veut rien dire. Donc, c'est chaque personne qui reçoit sa vocation et ceux qui croient à cette manière de voir Il n'y a la pas un parole. pasteur qui a le dernier mot. Ça dépend des organisations. C'est pas une règle. Donc c'est pour ça vous allez voir, il y a des pratiques qui vous posez la question, mais des églises de réveil, non. Là-bas, par exemple, moi je peux parler de cette église-là. Nous, par exemple, il n'y a pas de questions d'argent. On parle pas, on ne dépouille pas les fidèles. On prêche vraiment la parole. Aujourd'hui, on a eu un message. Non, il y a très des puissant. charges. Il y a des charges d'électricité. Oui, non, je ne locatives. dis pas qu'il n'y a pas des Et il faut offrandes. des ressources Non, je ne pour dis pas régler qu'il n'y a ça. pas des offrandes, il y a des contributions. Mais j'ai dit que, comme vous dites souvent que oui, on a dépouillé tel, et nous on ne connaît pas ça là-bas, on parle plus de sauver son âme. C'est-à-dire comment vivre, avoir des valeurs, être un exemple dans la société. Vous voyez, aujourd'hui, moi je suis transformé. Je ne peux pas être malhonnête, je ne peux pas être injuste, je ne peux pas être infidèle, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas être infidèle. Non, je ne peux pas. Parce que je suis transformé, je ne suis plus la même personne. Je ne peux jamais faire le faux. C'est terminé ça. Et d'ailleurs, bon, encore que le faux, je ne sais même pas si je l'avais fait. Mais là, maintenant, je suis un autre personnage. J'ai des valeurs très fortes. Ouais, j'ai des valeurs très fortes. Et je pardonne. J'aime les autres. Vous voyez, quand je vois ce qui se passe à Bamenda, et que moi, je vis ça. Je vis ça dans mon cœur, dans mon âme. Je ne fais pas le discours politique pour dire que Bamenda, moi je pleure, seul dans mes moments de prière, je prie pour Bamenda, je prie pour les Camerounais, je prie, même sur Facebook, il arrive souvent de voir un cas social ou une situation, une personne sous. Moi je me retire, je me mets à prier à l'insu de cette personne. Et je prie sérieusement, et je crois, parfois il m'arrive de gêner pour ces personnes-là qui ne savent pas que j'ai prié pour elles, parce que j'ai de la compassion. Et c'est cette compassion que je veux partager, que je veux amener au Cameroun, je veux l'amour. Nous devons aimer notre pays, nous devons nous aimer les uns les autres. Quand vous voyez comment les Camerounais se déchirent, même en politique, vous posez des questions, non, c'est pour construire le pays, c'est pour le bien-être des Camerounais. C'est ce que moi je veux faire, c'est ce que je veux apporter. Et je sais que je suis prêt. Au niveau de la compétence, j'ai fait de bonnes études, j'ai une longue expérience professionnelle et des grands sujets d'actualité, d'économie, de politique. Donc je peux apporter beaucoup de choses, je n'ai pas seulement la foi, mais j'ai aussi cette connaissance-là qui font que, aujourd'hui, je crois que je peux servir mon pays. C'est très important. Si on n'a pas ces valeurs, on ne peut pas aimer le Cameroun. C'est ça qui a manqué dans ce pays. Quand on n'a pas des valeurs d'amour, de compassion pour les autres, de savoir que quand vous mettez de l'argent, vous prenez de l'argent, vous allez dans la caisse de l'État, vous puisez de l'argent et qu'on ne peut soit construire un hôpital à l'extrême nord, ou bien que des gens manquent d'eau à l'extrême nord, ou dans d'autres régions du Cameroun, et vous voyez cette souffrance-là, et que cette personne-là, moi, je les croise à Paris, en train de faire des courses, acheter des beaux sacs, des sacs à 6 000, 10 000 euros. Vous voyez ça et vous posez des questions. Est-ce que ces personnes ont le cœur? Je ne dis pas que j'ai le monopole de cœur, comme disait quelqu'un, mais je crois qu'il faut aimer les Camerounais. Je ne veux pas m'enrichir. Moi, je n'ai pas, c'est pas ça mon souci. Mon problème, c'est que je crois que le Cameroun a un potentiel et en ayant ces valeurs-là, moi, je peux apporter. Je ne viens pas là pour m'enrichir. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Là, vous voyez, je suis arrivé, j'ai pas une grosse voiture là-dehors. Hein. J'ai pas une grosse voiture là-dehors. Ça ne veut pas dire que je suis comme ceux qui ont des grosses voitures ou bien qui ont des grosses maisons. Mais je pense qu'on peut vivre honnêtement et sans complexe. Moi, je crois que si nous vivons comme ça au Cameroun, si nous sommes remplis d'amour, si nous avons un dirigeant qui a de la compassion, je ne dis pas que celui qui n'a pas de la compassion, peut-être qu'il a la compassion à son niveau. Vous n'avez pas peur de lui?
Non, j'ai pas peur de lui. J'ai dit, vous savez, moi je ne suis pas dans le jugement. Je ne sais pas si au fond de lui il a de la compassion pour son pays, mais quand on voit le résultat, est-ce qu'il a su mettre sa compassion, le degré de compassion qu'il a pour le Cameroun, est-ce qu'il a su mettre ça en œuvre? Moi je pense que moi je peux mettre ça en œuvre en m'entourant d'une équipe de Camerounais. Si aujourd'hui je commence à vous présenter ceux qui sont avec moi, qui viennent de tous les horizons, qui sont de d'autres régions, mais qui aiment un seul mot, qui ont quelque chose qu'ils partagent en commun. La crainte de Dieu, les valeurs, ces valeurs-là, avoir peur de celui qui est là-haut et se dire que si je fais du mal, je risque de rater mon éternité. Ça, si une personne n'a pas cette conviction, cette peur, cette personne, lorsqu'elle sera tentée, elle va plonger la main dans la caisse. Mais celui qui a cette peur de dire que l'argent du pays, c'est l'argent des Camerounais, c'est l'argent du pauvre, celui-là, je vous assure, parce qu'il n'a pas peur du peuple, parce qu'il n'a pas peur des hommes, mais il a peur de Dieu. Et celui-là, il ne plongera pas la main dans la caisse. Et la plupart des pays, beaucoup de gens ne le savent pas, des pays africains qui ont réussi, allez voir l'histoire des personnes qui ont fait réussir ces pays-là. C'est des personnes qui ont une crainte de Dieu, qui ont des valeurs, pas des valeurs prononcées. Parce que tout le monde peut dire, vous disiez des programmes politiques. Oui, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Mais si, il faut avoir ça dans l'âme. Moi j'ai ça dans l'âme. En ce moment, je ne suis bon. Alors, vous avez parlé de moi avant. Peut-être ceux qui m'ont vu un peu, j'étais un peu bling-bling, un peu, vous voyez, un peu, j'étais jeune et tout le reste. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Voilà, maintenant je suis né de nouveau. Ça ne veut pas dire que je vais empêcher les autres de bien vivre. Non, ceux qui veulent vivre vont vivre. Mais ce qui concerne les biens de l'État, il y aura un partage équitable des richesses, égalité de chances, égalité de droits. Il y aura du bien pour tous. Du bien pour tous. Ce sera partagé. Et ça, je crois profondément en ça. Et c'est pour ça qu'en venant ici, et même en allant devant le Conseil constitutionnel, j'ai voulu qu'on ait un débat sur la régularité de l'élection présidentielle principalement, pour que nous ayons un président que le peuple camerounais a choisi. Pas un président qui est choisi par des administratifs, des personnes qui se disent que si le président Biya est encore là, alors là je serai à tel poste. Des personnes qui ne regardent que leur ascension sociale, mais qui ne pensent pas au peuple. Donc ces personnes-là, moi, je pense que le moment est arrivé qu'elles laissent les autres gérer le pays, ceux qui aiment le pays, ceux qui aiment vraiment ce pays, qui l'ont dans l'âme. Moi, j'ai le Cameroun dans l'âme. Je crois en la vérité, je crois en la justice sociale, et c'est ces valeurs que je vais apporter dans ce pays. Merci. En tout cas, c'était une petite fleur pour vous dire merci parce que vous êtes prêt. Excusez-moi Vous d'avoir... n'avez pas dit Amen. J'aurais dû dire Amen. Merci, Rodrigue. Merci Karel, merci d'être Thio. passé ici. Et nous avons une pensée pour notre ami le professeur Olivier Bilet, le chantre du foyisme en politique. On n'est pas très loin là. Nous allons accueillir José-Marie Elondo dans un instant, le temps pour nos confrères Karel, de placer un mot sur peut-être le deuxième recours qui concernait les dispositions légales pour la candidature, pour la recevabilité des candidatures. Vous parliez notamment, et on comprend bien que vous vous protégez vous-même, vous souhaitez qu'on retire du texte l'obligation de séjourner consécutivement 12 mois au Cameroun, avant la tenue du scrutin. Oui, ça participe de la même logique, de la justice. C'est injuste ce qu'on fait, ou alors le comportement ou ce qui est fait contre ceux de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. C'est un problème de justice, c'est pas parce que je ne peux pas vivre au Cameroun, je viendrai. Moi je l'ai dit, je viendrai pour convaincre. Je vais battre campagne, j'aurai tout le temps, même avant de battre campagne, je suis en train de m'organiser, je suis venu au Cameroun. Et vous ne viendrez pas vous installer? Je viens m'installer, mais je pense qu'il y a un problème d'injustice. On ne peut pas être électeur. Les Camerounais de la diaspora sont électeurs à l'élection présidentielle, et qu'on leur interdise de se présenter à la présidence, à l'élection présidentielle. Vous voyez, ils sont électeurs, ils s'inscrivent pour cette élection. Mais on dit que vous êtes simplement électeur, vous allez élire le président du Cameroun, pays dans lequel vous ne vivez pas, parce qu'ils prétendent que, comme on ne vit pas au Cameroun, on ne connaît rien du Cameroun, mais en même temps, on vous demande d'élire le président du Cameroun, alors que vous vivez à l'extérieur. Ces Camerounais-là, ils ont, pour la plupart, un amour pour leur pays. Ces Camerounais-là participent au développement de ces pays. Les preuves sont là, elles sont palpables. Et je tiens à rappeler, et pas peut-être à rappeler, à le dire aujourd'hui, le troisième poste des devises du Cameroun, après le pétrole, après les emprunts,
les emprunts, les DTS au niveau du FMI, les droits de tirage spéciaux au niveau du FMI, les emprunts auprès de certains pays, des bailleurs. Il y a le pétrole. Et après le pétrole, c'est le transfert de la diaspora. En termes de devises, les devises, beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas ce que c'est. C'est-à-dire, quand on n'a pas de devises, vous pouvez avoir des CFA ici au Cameroun, mais vous ne pouvez pas acheter à l'extérieur. Vous ne pouvez rien importer. Oui. Bon, parce que la monnaie est divisée en deux catégories. Parfois, il manque du poisson. Voilà, il y a la monnaie indice. La monnaie indice, c'est-à-dire le CFA que nous utilisons là maintenant pour acheter de l'eau, c'est localement. Tout à fait. Et il y a maintenant, quand ce CFA-là doit sortir, il doit se transformer en une monnaie extérieure. Et pour avoir ces monnaies extérieures, qui sont donc les devises, il faut que le Camerounais ou le Cameroun ait collecté un nombre important de devises de l'extérieur. C'est-à-dire, le Cameroun peut-être a vendu dans un pays étranger et la monnaie de ces pays-là, pour qu'ils achètent au Cameroun, ils sont obligés, ou alors pour qu'ils achètent au Cameroun, ils sont obligés d'envoyer leur monnaie. Et cette monnaie-là, on la conserve à la Banque centrale et elle devient donc des devises. Tout à fait. Mais depuis la fin de l'année, pour évoluer sur le sujet, oui. Depuis la fin de l'année 2021, il y a une proposition de près de 230 pages de quelques acteurs politiques, 7 notamment, et des acteurs de la société civile, sur la refonte du code électoral. Est-ce que vous avez lu cette proposition-là? Et surtout, est-ce que vous vous inscrivez dans la démarche des acteurs qui ont travaillé sur ce sujet? Entièrement dans cette démarche. Ma démarche... Vous n'y joignez pas. Non, je me suis on a dit la première partie. Non, moi j'ai participé. Votre auteur a l'impression que vous avez j'ai participé. Vous savez que ces propositions-là, elles étaient ouvertes. Hein. Nous avions fait des contributions. J'ai fait des contributions. J'ai par exemple soulevé le problème du contentieux électoral. Vous savez qu'on ne peut pas contester les élections présidentielles au Cameroun, les résultats d'élections présidentielles. Les gens ont contesté. Non, ils n'ont pas contesté les résultats. Ils contestent quoi? Après le résultat, il n'y a plus de débat. Et vous savez, voilà donc. Après le résultat, il n'y a plus de débat. Rodrigue, si vous pouvez me permettre, permettez-moi cette petite parenthèse-là. Voilà comment ça se passe avec l'élection présidentielle. Je précise l'élection présidentielle. Quand les votes sont terminés, il y a une commission locale qui dresse son PV. Et maintenant, il y a la commission départementale, cette fameuse commission de tout à l'heure là. La commission départementale. Voilà, qui va maintenant... cette commission départementale qui va maintenant concocter tous les résultats du département et dresser un procès verbal. Et cette commission-là, elle est composée du président du tribunal, les 3 membres, voilà. Cette commission-là, dès qu'elle concocte ces résultats-là, vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les attaquer. Vous les attaquez où? Dès qu'elle concocte ces résultats... Et jusque-là, ce n'est pas ELECAM. Non, ce n'est pas ELECAM. C'est pas ELECAM. Maintenant, dès que cette commission-là finit de concocter ses résultats, c'est une commission qui siège dans un bureau quelque part, ou bien quelque part, je ne sais pas, personne ne sait. Elle siège quelque part, des PV sont dressés de ces résultats-là. On prend ces PV. Donc ça peut être même dans un bar. Oui, ça oui, va gêner, voilà. Ça ne va pas empêcher. Voilà, cette commission-là, on ne sait même pas, parfois elle statue, on ne sait pas. Parce que les textes ne disent pas où la commission siège. Voilà. Donc, parce que c'est une commission qui n'a pas de personnalité juridique, elle n'a pas de siège, elle n'a rien. Alors, cette commission-là dresse un procès verbal. Ce procès verbal est envoyé à une autre commission, Commission nationale de recensement des votes. C'est aussi une commission électorale mixte. Et vous voyez la subtilité, vous savez ceux qui ont rédigé ce code électoral. Ce sont des Camerounais qui n'aiment pas ce pays. La Commission nationale de recensement général des votes, qui a été présidée dernièrement. Pendant longtemps, qui a été présidée par l'actuel président du Conseil constitutionnel. Voilà, pendant longtemps. Voilà. Et du magistrat Assira Ngouté avant lui. Alors, cette commission-là, c'est une commission qui n'a pas de personnalité juridique. Elle recense, donc elle compile les résultats. Elle compile les résultats. Et mettre dans une enveloppe plus fermée. Elle remet au Conseil constitutionnel qui convoque maintenant les ministres, les ambassadeurs et proclame donc ces résultats. Et on vous dit que ces résultats, dès qu'elle a proclamé, vous ne pouvez plus contester ces résultats. Ce qui se passe souvent au Conseil constitutionnel, c'est le contrôle de la régularité de l'élection. 72 heures après le vote, dans la bataille au Conseil constitutionnel, au cours du contentieux post-électoral, c'est l'annulation du scrutin. Parce qu'il faut bien expliquer aux Camerounais, vous avez 72 heures
Les résultats ne sont pas connus pour déposer votre requête. Et le président du Conseil constitutionnel, ils sont saisis de vos requêtes. Bon, qu'est-ce que vous dites dans ces requêtes-là? Voilà, il y a eu bourrage d'une, on a empêché, il n'y avait pas l'encre indélébile, il n'y avait pas ceci. Alors, et le président, maintenant, le Conseil constitutionnel décide donc, soit d'annuler totalement, soit d'annuler partiellement l'élection. Mais les résultats, on ne touche pas. Le travail est en train d'être, les résultats sont en train d'être concoctés et compilés par des commissions dans des bureaux, des fameuses commissions électorales. Donc, vous voyez, les possibles de reprendre dans tous les autres pays, qu'est-ce qui se passe? La commission électorale indépendante, c'est pour ça que je reviens là pour dire qu'elle est importante. La commission électorale indépendante, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RDC, proclame les résultats, donne les résultats. Ce ne sont pas des tendances, proclame les résultats. Maintenant, les partis peuvent contester ces résultats-là devant soit la Cour suprême, soit devant le Conseil constitutionnel, ou alors la Cour constitutionnelle. En tout cas, je demande le juge électoral. Voilà, et à ce moment-là, vous attaquez non seulement la régularité de l'élection, vous attaquez aussi les résultats qui ont été donnés. Vous pouvez donc amener vos PV. Les PV qu'on donne lors de l'élection présidentielle nous ne servent absolument à rien. Et je vais donner raison au président, là je vais le dire, au président Atangana du Conseil constitutionnel quand il disait que je ne suis pas saisi des PV. Ce n'est pas ça, je suis saisi. Je n'ai pas encore les PV. Je n'ai pas encore les PV. Bon, ok, bon. Faites-le, mais je ne suis pas saisi. Et une question d'actualité rapidement, maître. Pour revenir à la chronologie, puisqu'il y a un acteur politique, notamment le président du MRC, qui évoquait pour les élections de 2025, pour ce qui considère pour lui comme étant la nécessité de respecter la chronologie, le calendrier électoral. Sur cette question-là, on ne vous a pas écouté. Non, mais c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais moi, je ne suis pas au niveau de l'organisation, vous comprenez? Moi, je suis dans les préalables. Je veux un débat sur ce code électoral. Imaginez un seul instant que le Conseil constitutionnel me donnait raison. On aurait aujourd'hui la nécessité de revoir le code électoral, tout simplement. Entièrement. Et ça allait avoir un impact sur toutes les autres commissions. Ces autres commissions n'allaient plus exister. Les commissions qui compilent les résultats sans pouvoir être contestées. Et la subtilité, c'est quoi? C'est que pour les législatives, il y a un contentieux des résultats. Mais pour la présidentielle, vous ne pouvez pas contester les résultats qui sont concoctés par des commissions qui assises dans un bureau, des commissions dites électorales, qui sont des structures sans personnalité juridique. Vous ne pouvez pas les contester. Donc, selon vous, si on va en 2025 avec ce code électoral, vous n'allez pas vous présenter? Parce qu'à votre avis, ça ne tient pas... Non, vous savez, non, c'est pas comme ça que je raisonne. Moi, le combat commence. C'est pour ça que je commence maintenant. L'élection présidentielle, c'est dans 2 ans. Je suis sur le terrain juridique et j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il faut... Après avoir épuisé toutes les voies de recours, qu'est-ce que vous faites? Non, ce genre d'hypothèse que ce ne sera pas possible, non, je ne crois pas en ça. Vous n'imaginez pas? Moi, je n'imagine pas. Donc, pour le moment, ce que je fais, je vous ai dit que je vais saisir la Cour de justice de l'Union africaine pour imposer, parce qu'il s'agit de ça, c'est contraignant, pour imposer au Cameroun d'adopter un organe ou alors de se doter d'un organe commission électorale avant 2025. Avant 2025. Je voudrais signaler que ça n'a pas toujours été comme ça. En 2011, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'en 2011, l'ECAM avait le droit de proclamer des résultats qu'on disait provisoires, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'expression provisoire, mais c'est en pleine crise en Côte d'Ivoire sur les élections, le résultat proclamé par la commission électorale acquise à Ouattara et par le Conseil constitutionnel acquis à Gbagbo, que le Cameroun a décidé d'annuler les résultats provisoires ici, et le président... Rodrigue, et l'ECAM n'a jamais eu à proclamer ses résultats, parce que l'ECAM est créé en 2012, et l'ECAM... C'est le code électoral qui est créé en 2012. Oui, et l'ECAM est créé un peu avant et les postes sont pourvus en fin 2008. Non, vous voyez, 2012, on dit bien qu'il est créé un organisme appelé l'ECAM. Ça, c'est le code électoral. Le code électoral. Oui, mais l'ECAM est créé avant. En 2008, fin 2008, Foncarazo est nommé président de la... il y avait ce qu'ils appelaient... Mais le texte était mis en place, mais l'ECAM n'avait pas encore organisé d'élection avant le toilettage de ses propres textes. Oui, mais ils appelaient un ONEL 2. Non, l'ECAM a existé. existé, oui, je comprends, mais et cet élecam-là,
n'avait pas de pouvoir de proclamer les résultats. Si, maître, je peux vous le confier. C'était une pratique. C'est pour ça qu'on parlait de tendance. On disait, moi je me rappelle bien, j'étais dans la politique. Non, je peux vous le confier, maître. Elekam avait le droit de proclamer des résultats provisoires, mais n'a pas eu l'occasion de pratiquer parce que les textes ont été modifiés avant la première élection programmée, c'est-à-dire 2011. Et à l'époque, on plaidait pour qu'on organise les législatives et municipales avant pour que Elekam ait un galop d'essai pour organiser 2011. José-Marie Lundu, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois dans l'arène. Vous merci. étiez dans l'arène politique, vous confirmez qu'elle est comme c'est avant 2010. Je pense que M. Timban n'a pas dit le contraire. Il reconnaît que Non, il a eu quelques petits trous. Non. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Elle est quand même existé, mais il n'y avait pas cette disposition. On parlait des tendances, c'est-à-dire c'était à la radio. On lisait, c'était des tendances, c'était pas. Les résultats provisoires ont toujours existé, mais c'était pas des résultats. sous le MINAT, le ministre de l'administration territoriale lisait les résultats provisoires. C'était pas codifié. Que la Cour suprême de Djipanda Mouele à l'époque. C'était pas codifié. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il faut bien comprendre. C'était quoi? C'est que à la CIA TV, on donnait des résultats, on dit telle région, telle province ou bien tel département, il y a eu tel nombre de voix. C'était des tendances, on appelle ça tendance. Mais dans le cadre de ce qu'on appelle les résultats des commissions nationales et indépendantes dans notre pays, les CENI, c'est vraiment des résultats. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils proclament, ils donnent des résultats. Oui. Mais ce n'est pas des tendances, c'est des résultats. Je suis d'accord avec vous, maître. Voilà, c'est des résultats. Je suis d'accord avec vous, maître. Ils ont le droit de lire ces résultats-là, ils les proclament. Et maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec ces résultats vont donc saisir le Conseil. Je suis d'accord avec vous, maître. Mais ce que c'était pour mettre de l'eau dans votre moulin. On avait au moins le minimum, on avait déjà ce minimum. Et les camps pouvaient proclamer des résultats provisoires et qu'on aurait pu attaquer. On aurait pu attaquer au tribunal parce que c'est un procès verbal lu par le président de la commission, normalement, le président du conseil électoral. Mais bon, le texte a été changé avant d'être exécuté. Bonsoir à nouveau. José-Marie Lundu, bienvenue dans l'arène. Vous nous avez écouté pendant longtemps. Vous avez écouté donc cet acteur majeur, Maître Timban, acteur majeur de la société civile, avec ce plaidoyer pertinent que nous connaissons pertinent, parce que tout ceci concourt à mettre en place un code électoral qui garantisse des transitions politiques pacifiques et démocratiques au Cameroun. Je vous le rappelle, nous sommes attachés aux transition politique démocratique et pacifique uniquement, mais pas autre chose. Nous avons donc pensé que c'était utile de l'avoir ce soir. Et nous avons vous, qui avez été de l'autre côté pendant longtemps. Vous avez, en 2010, proposé d'ailleurs la candidature de Mathias Eric Onanguini, à l'époque, qui était très critique vis-à-vis du pouvoir. Et je signalais en termes d'émission que vous avez été membre du MRC, et je disais que vous allez le confirmer si je me trompe. Et même vous avez basculé, entre-temps, fin des années 2000, vers une magnification, je vais dire comme ça, du personnage de Biya, sans épouser l'appareil qui le soutient, c'est-à-dire le RDPC. Et vous avez donc commis cet essai pour bien le disque dur, en disant que, en indiquant qu'il avait un riche héritage qu'il léguait au Cameroun. Comment vous avez apprécié le postulat de Maître Timban ce soir? Je voudrais d'abord dire bonsoir à Maître Timban, bonsoir, qui est bien entendu une personnalité politique bien connue, pour nous autres, en fait, tout au moins qui suivons l'actualité politique de notre pays avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je voudrais également lui dire bonsoir et vous dire bonsoir à tous et aux téléspectateurs, bien sûr. Et dire qu'il va bien falloir qu'un jour je vous écrive bien mon itinéraire, parce que de temps en temps, je sais que vous avez des... On a des bribes. Vous me suivez, mais enfin, il y a, comme je suis parfois virevoltant. Avant, vous quittez les radars de temps en temps. De temps en temps, ça rentre dans une stratégie d'un acteur qui connaît son écosystème. Donc, je voudrais d'abord féliciter Maître Timban. Merci. Pour lui dire que le combat qu'il mène n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai été coordonnateur de la plateforme de la société civile pour les élections de la démocratie. Il a été mon porte-parole. Et nous avons, bien entendu, milité pour faire évoluer la question de l'élection au Cameroun. Donc, depuis le MINAT, ONEL 1-2
Nous avons travaillé dedans. Et puis à un moment donné, moi personnellement, j'ai été très embêté. Je reste très embêté par le fait que les hommes politiques camerounais n'ont pas encore compris ce que c'est que le rapport de force en matière d'élection. J'ai écrit le livre pour le disque dur ou l'héritage des générations. Mais je voudrais quand même préciser aussi que j'étais à la tête du mouvement de la lutte contre la modification de la Constitution. Et dans pour mon prochain ouvrage que je consacre au faux Sokodjo Jean Rameau, j'écris cette histoire. J'ai rencontré Sokodjo dans le cadre justement de cette lutte contre la modification de la Constitution qui permettait à Paul Biya de se représenter. Et alors, nous indiquions qu'Alain Didier Olinga estimait que malgré la modification, Paul Biya n'avait pas toujours le droit de se présenter. Donc, il serait passé en force en 2011. Ce dont nous sommes, c'est ce qui nous a un peu gênés, ça ne me gêne d'ailleurs pas, c'est à observer le microcosme, à observer les acteurs. Il y a un déficit de cohésion qui ne permet pas de produire le rapport de force, la masse critique, qui donne du répondant au régime en place pour que les actions comme celle de Maître Timban portent leurs fruits. Donc vous comprenez que je l'encourage, mais quand je regarde le rapport de force, j'ai du mal. J'ai envie de lui demander, vous êtes candidat à la candidature, est-ce que ça vous dérange que je vous dise ça, que vous êtes candidat à la candidature? Est-ce que vous êtes même déjà candidat? Vous êtes candidat à la candidature. Expliquez-nous un peu comment vous allez prendre pour être candidat. Candidat à la candidature. Dans le contexte, vous êtes candidat à la candidature. Non, candidat à la candidature, moi je vois ça comme si on appartenait à un parti et qu'il y a des... je ne vois pas très bien, bon, je ne sais pas, moi j'ai déclaré ma candidature, c'est une déclaration de candidature, maintenant qui attend juste d'être validée le mois venu, puisque la loi camerounaise permet les candidatures dites indépendantes. Donc je n'attends pas une investiture d'un parti politique. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est d'avoir les 300 signatures. Donc je suis candidat déclaré. C'est la question pour ça, je sais très bien que vous avez besoin de ces 300 signatures. À la candidature. Comment vous allez faire pour obtenir ces 300 signatures? Mais convaincre les Camerounais. Vous savez... vous connaissez ceux qui doivent vous donner... Oui, monsieur Elundou. Ouais. Ceux qui sont dans le RDPC, parce que vous voulez parler des militants du RDPC, il y a aussi des Camerounais qui aiment le pays. Les militants du RDPC aiment le pays. Je constate, Maître Timban, et j'ai bien envie de vous dire que j'ai l'impression que vous ne vous départissez pas beaucoup de votre spiritualité et de ce côté un peu angélique qui vous fait croire que les gens qui sont aux ordres pourraient vous donner la signature. Vous savez... comment vous faites? Peut-être Dieu va vous intervenir. Depuis que j'ai annoncé cette candidature et ceux qui me lisent sur ma page Facebook, j'ai fait des propositions. On n'a peut-être pas eu l'occasion de parler de ces propositions fortes-là. Moi, j'ai eu ces propositions. Voilà, vous avez eu ces propositions. J'ai eu quand je parle de la gratuité... Et on va d'ailleurs peut-être parler... Voilà, quand je parle de la gratuité de l'eau pour tous les Camerounais et le droit à l'eau de tous les Camerounais... Non, vous allez trop vite maintenant. Voilà. Non, moi, je vous propose une méthodologie. Non. Je vous ai demandé... Oui. La forme d'abord? Oui. Est-ce que... Parce que vous êtes devant un type qui regarde le Cameroun depuis des années. Oui. Avec beaucoup d'attention. Oui. Et je peux vous dire que ça va être difficile d'avoir les 300 signatures. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes candidat à la candidature. Paul Biya, le disque dur, l'héritage des générations que j'ai écrit, beaucoup de gens ne l'ont pas lu, beaucoup pensent que c'est un ouvrage apologétique. Non, je me suis servi, je suis un ancien journaliste de la presse écrite, je me suis servi de la figure emblématique d'un homme de 40 ans à la tête d'un État, ce qui est quand même une chose que l'histoire doit retenir, pour écrire l'histoire politique à la limite du monde. C'est un livre d'histoire politique. Mon second ouvrage, c'est sur le cacao. Et le troisième qui est sorti, c'est Ndongo Somba, Jean-Bernard. Donc, nous voulons écrire l'histoire de notre pays. Le prochain, c'est le faux Sokodjo. Donc, nous connaissons un peu le biotope dans lequel nous vivons. Et je vous demande si vous pensez que vous pouvez être candidat au Cameroun. Voilà, alors monsieur Elundou. Indépendant. Oui, monsieur Elundou, je vais faire cette précision. Oui. Je ne suis pas nouveau en politique. Je suis parmi, ou alors, de la première équipe du RDPC.
j'ai intégré le RDPC, je sortais à peine, j'étais adolescent, en 85. Et j'ai été secrétaire de la seule section au JRDPC du Dja et Lobo. Je me rappelle qu'à cette époque, nous étions... les camarades se moquaient de nous, c'était un peu... Ça faisait un peu ringard de porter l'habit du parti. Aujourd'hui, je vois beaucoup de militantisme, je vois beaucoup de gens. Et nous, j'y suis allé par conviction. Donc, j'ai ça en moi. Et je suis né d'une famille UPCiste. Mes deux oncles ont fait le train de la mort de 1962. Donc, j'ai grandi dans un univers politique. Et en 85, tellement fasciné par la politique. Fasciné par la politique. Quand on nous dit qu'on a créé un nouveau parti qui est le RDPC, je suis allé me présenter. J'étais le plus jeune. J'étais tellement jeune que tout le monde a été surpris. Et quand nous sommes passés au vote, on ne peut pas me désigner président de la grande section au JRDPC. On m'a désigné secrétaire. Et j'ai participé à l'installation de ce parti parce que c'était le UNC. Vous avez construit l'édifice actuel, qui est un solide édifice. Pendant des années, jusqu'en 2017, j'étais chargé des missions du comité central aux élections dans le dialogue. On me connaît, je connais bien le RDPC. D'accord, mais monsieur Louis, vous allez bon, on n'a pas beaucoup de temps. Non, c'est ça surtout. Je souhaite vous dire vous avez dit que c'est... Je voudrais que les Camerounais... Non, c'était pour vous dire... Oui, sache comment vous allez quand vous dites que c'est impossible, moi, ce n'est pas l'impossible, parce que je connais le RDPC. Mais vous avez un problème, c'est que vous êtes un ancien... Je vous ai fait ce rappel. La question précise de Jean-Marie Rundo. Et j'ai fait partie de ce qu'on appelle l'aile progressive du RDPC. On avait pour responsable M. Mila Souté. J'ai été avec Christian Pendekoka. Je connais tout ce qui était là-dedans. Le fameux livre blanc, j'étais jeune, mais je sais ce qu'il y a dans le RDPC. Et j'ai côtoyé, et je connais les camarades. Depuis que j'ai annoncé ma candidature, je vais vous surprendre. Je suis pratiquement déjà dans toutes les régions. Je dis bien dans toutes les régions. J'ai déjà pratiquement 10 conseillers municipaux qui sont avec moi. Okay. Et d'ici là, il y a combien de conseillers municipaux? Alors, si j'ai bien compris... 10 600 à peu près. 10 600 conseillers, 10 600 à peu près. Je ne pourrais pas avoir les 300. C'est très facile d'être candidat indépendant que d'avoir un candidat qui... Je ne vous pose pas d'école, maître. Oui. Parce que nous sommes pratiquement la même équipe. Hein. Parce que c'est moi qui... Je suis le développement a produit, c'était le scoop. C'est nous qui avons à la une le livre blanc. J'ai encore ce journal. Je l'ai aussi. Et consorts. Voilà, tout le monde oui, effectivement. était là. Je connais cette histoire-là. D'ailleurs, cette histoire, je suis en train de l'écrire. Deuxième chose, quand j'ai lu votre programme, qui est un excellent programme, il me manque quelle est la base, quelle est la forme, le modèle institutionnel et politique de l'État qui est le vôtre. Le Cameroun n'a pas besoin des modèles stéréotypés. Le vôtre, c'est quoi? Le Cameroun a besoin d'un plan de redressement au vu de ce qui se passe. J'analyse. Et j'ai toute une équipe. J'ai des économistes, j'ai des financiers, j'ai des techniciens. Là, actuellement, j'ai une jeune Camerounaise qui est de Ngaoundéré, qui est ingénieure en France, qui a été dans le programme du RER au Sénégal, qui est en train de travailler sur le projet d'un TGV qui va partir de Bamenda à Kousséri. Et si j'ai le temps, au cours d'une autre émission, vous déroulez l'importance de ce TGV pour le Cameroun. Bon, le modèle institutionnel politique, quelle est la forme? Alors, je voudrais, parce que vous ne pouvez pas poser une maison sans fondation. Non, ce que vous êtes en train de faire. Hein. Je voudrais savoir quelle est votre... Non, là, je suis en train de vous dire... Sur quelle fondation va reposer, au regard de la complexité, à la fois socio-anthropologique et politique du Cameroun? Je comprends pour que votre programme soit un peu plus... Pour que votre programme oui. ait de l'adhérence, comment vous savez qu'il n'a pas d'adhérence? Non, je vous dis, pour qu'il ait de l'adhérence, il faudrait qu'il repose sur des fondations. Mais lesquelles, par exemple? Par exemple, quelle est la forme de l'État? Ah, vous posez déjà un autre problème là. Non, nous sommes sur les fondations. Quelle est la forme? Je parle donc de l'institution. Quelle est l'institution? Comment vous... Voilà, donc je crois que vous étiez sur le volet économique et social. Non. Donc maintenant, vous voulez qu'on parle des institutions. Nous sommes dans la fondation. Voilà, vous voulez qu'on parle des institutions. Oui. Alors, la forme de l'État. Oui. Voilà, la forme de l'État du Cameroun. Hein. Moi, je vais vous dire les choses clairement.
l'État unitaire est inachevé. On ne l'a pas expérimenté. Pendant 40 ans, il a commencé. Pendant 40 ans, il a été bloqué et paralysé. Vous allez achever l'État, par achever l'État unitaire? Attendez, laissez-moi évoluer. Ouais, c'est très important. Non, c'est Nous très n'avons important. plus que 10 minutes. Oui, Est-ce que nous allons pas achever l'État Vous unitaire? poser une question. Alors, maintenant, il se trouve maintenant qu'il y a des Camerounais, il y a des voix qui s'élèvent, tout simplement pour demander un fédéralisme. Oui. Et moi, ce que je fais, comme dans tout pays, moi j'ai mes préférences. Je pense qu'il faut parachever l'État unitaire. Mais si la majorité des Camerounais décident qu'ils veulent du fédéralisme en tant que démocrate, je vais m'aligner. Le modèle de décentralisation actuel vous convient-il? Non, il n'y a même jamais eu de décentralisation au Cameroun. La proposition actuelle non, vous convient-elle en termes de théorie? Non, je peux démonter ça. Mais il y a un code de la décentralisation. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous adhérez? Est-ce qu'on corrige? Est-ce qu'on améliore? Alors, Maître Timban, vous ne m'avez pas répondu. Oui. Quel est le modèle d'État que vous proposez aux Camerounais? Vous avez dit que le modèle n'a pas été achevé. Vous avez dit que si les Camerounais, vous, en tant qu'homme politique, mais je vous ai répondu. Ce que vous devez nous donner aujourd'hui, c'est la conviction. Quel est le modèle que vous proposez? Mais je vous ai dit, quand je dis que le modèle de l'État unitaire, pour moi, est inachevé. L'État unitaire n'a pas été expérimenté jusqu'à sa fin. Il a commencé, il y a eu des brides. Oui, d'accord. Voilà, et après ça, on a eu... Parce que beaucoup de gens pensent que... Et vous allez faire quoi? L'État unitaire, c'est pas la vous allez faire quoi? On a vécu... Non, Maître Timban, vous allez faire quoi? Vous, c'est vous? Moi, oui. Bon, ce que je vais faire, une forte déconcentration administrative. Oui. Voilà, une forte déconcentration administrative qui aura même des allures, de fédéralisme. Oui. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que si on déconcentre véritablement les pouvoirs au service, au niveau, toutes les étapes du pays, à tous les niveaux des services, au niveau territoriaux, à tous les niveaux. Si on essaie de bien déconcentrer, leur donner des pouvoirs, on n'a pas besoin de tout le reste. Vous savez le risque du fédéralisme? Parce que moi, je vais répondre à cette question. Au Cameroun, il y a un problème avec le fédéralisme. C'est que dans la tête de la plupart de ceux qui pensent fédéralisme, ils ne voient que le fédéralisme en termes d'appartenance tribale, de communauté tribale ou linguistique. Moi, quand je pensais le fédéralisme, à un moment, j'avais dit, on peut créer des États sur la base de l'économie, par exemple. C'est-à-dire que tous les départements, ou alors tous les parties du territoire, qui cultivent par exemple le réalisme économique. Voilà, qui cultivent par exemple le cacao, vont former un État fédéral. Mais les Camerounais voient qu'il faut simplement diviser les boulous entre eux, les Bas, les Bami. Moi, je ne pense pas avec ce pays-là. Je suis contre parce que celui-là, il va... Vous mettez votre modèle, ce sera donc lequel? Mais je vous ai dit... Un État fédéral à 3, à 4? Je suis en train de dire ceci. Oui. Ce sera lequel? Je suis précis. Oui. Pour moi, c'est l'État unitaire fortement déconcentré. C'est très bien. Voilà, moi, je ne vous pose pas d'école. C'est clair. Autre chose, parce qu'il vous ramène les problèmes que nous avons identifiés il y a longtemps avec les patriarches et tout. Que vous, dans Padoïjo? Mais ils vont, naturellement, ils vont rentrer dans ce pays. Moi, je l'ai écrit plusieurs fois. D'ailleurs, je vais vous dire, monsieur Loulou, il y a une sorte de malédiction qui frappe le Cameroun à cause de cela. Parce que moi, étant un homme spirituel, je crois à la malédiction des pères. Le père de... Qu'on le veuille